Bien, bonjour à toutes et à tous, bonsoir plutôt, merci d'être là. Je suis ravi parce que venant de Grenoble, il y a de la neige quand j'arrive à Paris et je me dis que c'est pour que je ne sois pas dépaysé. Provinciaux qui débarquent, on ne sait jamais trop. Voilà, donc ça ne me change pas. Donc ce soir, on va parler blockchain, garantie, hypothèse, usage. N'hésitez pas à m'interrompre. Les organisateurs n'étaient pas certains du timing, m'ont dit j'ai 3-4 heures environ d'exposé. Donc je vais faire peut-être un peu plus court, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, hop, la technologie ne fonctionne pas. C'est bon. Bon, un petit mot, vu qu'il ne faut jamais réinventer la roue, j'ai pris pas mal de transparents ci et là. Donc je note les gens dont j'ai pris certains transparents. Et avant de commencer, juste un mot très rapide sur moi pour que vous sachiez qui vous parle ce soir. Moi je suis ingénieur en télécommunications, il y a maintenant quelques années de cela. J'ai fait ensuite une thèse en informatique que j'ai effectuée dans une équipe INRIA commune avec le laboratoire qui s'appelait à l'époque LSR, logiciel système réseau à Grenoble. À l'issue de cette thèse, j'ai eu un poste de chercheur au CNRS. J'ai passé une habilitation à diriger des recherches. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ce qui permet d'encadrer officiellement des thèses, d'être directeur de thèse. Je suis actuellement professeur donc, en informatique à l'ENSIMAG à Grenoble et chercheur, ce qu'on appelle le LIG, Laboratoire d'informatique de Grenoble, qui est un laboratoire du CNRS. Et puis avant d'avoir cette position, ou pendant, j'ai été respectivement professeur invité à l'UPMC ici à Paris 6, à l'Université du Texas à Austin, à l'EPFL, et puis j'ai fait un postdoc dans ma jeunesse, quand j'avais moins de cheveux gris, à Rome. En termes de recherche, ce soir je vais vous parler système distribué, blockchain. En fait j'ai deux grands thèmes de recherche. Le premier ce sont les systèmes distribués en effet, comment construire des systèmes efficaces et robustes. Donc efficace ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire qu'on veut que le système aille de plus en plus vite, soit capable de traiter de plus en plus d'opérations par unité de temps. Et robuste ça veut dire qu'on souhaite que le système tolère des fautes les plus en plus sévères. Donc les pannes dans un système distribué, ça va de la panne bête, panne franche, une machine cesse de fonctionner, à des pannes arbitrairement complexes, à savoir une machine, parce qu'elle est attaquée, parce qu'elle a un bug, pour tout un tas de raisons, va avoir un comportement arbitraire, malicieux, byzantin, tout ça ce sont des synonymes. Donc je m'intéresse à cela dans le contexte des systèmes distribués, et puis quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les systèmes distribués, ce sont les systèmes multicœurs, c'est un deuxième pan de recherche, et nous nous intéressons ici à construire des systèmes multicœur efficace, donc on est au niveau du système d'exploitation et se pose des problématiques d'ordonnancement, de gestion de pages mémoire, faut-il migrer les pages, faut-il répliquer les pages mémoire, de cohérence de cache, etc. etc. Bien, débutons. Alors c'est un exposé sur la blockchain, donc je me suis dit qu'un premier slide qui explique grosso modo ce qu'est une blockchain serait le bienvenu. Donc une blockchain, je pense que la plupart d'entre vous savent, mais pour ceux qui ne savent pas, ça peut être considéré comme une base de données distribuée, open only. Pourquoi? Parce que dans cette base de données, on ne fait qu'ajouter des informations, on ne retranche jamais d'informations, contrairement à une base de données classique dans laquelle on va pouvoir faire des updates, des mises à jour qui seraient là pour retrancher des informations. Ces informations sont censées être irrévocables, j'ai bien dit censées, on verra que ce n'est pas toujours le cas, et puis basées ou non, enfin une notion de trust, de confiance ou non. Dans cette base de données, on peut stocker ce que l'on appelle grosso modo des transactions. Et les transactions, c'est un terme qui peut recouvrir tout un tas de connotations dans le cadre d'une blockchain. Donc historiquement, ces transactions, ce sont des transactions financières. Hein. Le premier exemple de blockchain que tout le monde a en tête, c'est Bitcoin. Et dans le Bitcoin, c'est très simple, on échange de la monnaie virtuelle. La monnaie va d'une source à une destination et on indique le montant que l'on souhaite transférer de la source à la destination. Donc c'est le premier usage, ce sont les premières choses qui ont été stockées dans ce que l'on appelle aujourd'hui les blockchains. Et puis petit à petit, les gens se sont rendus compte qu'il pouvait être pertinent d'utiliser les blockchains pour stocker tout un tas d'autres choses que de la monnaie virtuelle. Puis aujourd'hui, ce dont on parle beaucoup, ce sont ce que l'on appelle les smart contracts, ce sont simplement des bouts de code, des machines à état que l'on peut exécuter de façon distribuée. À savoir une chose, c'est dans la littérature, vous trouverez le terme blockchain, et puis vous trouverez également le terme distributed ledger, donc un registre ou un grand livre, des choses dans lesquelles on enregistre des transactions dans le milieu, on va dire, commercial.
Alors une blockchain, si on se pose toujours la question de à quoi ça ressemble, qui dit blockchain dit séquence de blocs. Donc ici, vous avez 3 blocs représentés, le 17, le 18, le 19. Chaque bloc va contenir un ensemble de transactions. Alors pourquoi un ensemble de transactions? Comme on va le voir par la suite, créer des blocs, ça peut être très coûteux en termes de puissance informatique requise pour le faire. Et si l'on ne met qu'une transaction par bloc, ça veut dire qu'on paie un coût prohibitif par transaction que l'on souhaite inscrire dans ce grand registre. Donc pour diminuer les coûts, on fait quelque chose de très classique, on fait du batching, on met plusieurs transactions dans chaque bloc, et comme ça, on augmente le débit, donc le nombre de transactions par seconde que l'on est capable d'enregistrer dans cette blockchain. Donc les 3 mots-clés, ils sont là, transaction, c'est l'unité de stockage, bloc, c'est ce qui va grouper un certain nombre de transactions, et puis blockchain, ça va être la séquence de blocs liés les uns aux autres. Alors une blockchain, comment ça fonctionne? Ça fonctionne toujours à peu près ainsi. Donc on part de la gauche, quelqu'un demande à effectuer une transaction. Si on prend l'exemple de Bitcoin, la transaction c'est « je veux transférer tant d'argent, bien sûr, qui m'appartient à telle personne ». Cette transaction, il va la diffuser à un réseau pair à pair, un réseau distribué. La transaction va être validée, c'est-à-dire est-ce que j'ai le droit d'effectuer cette transaction? Est-ce que je dispose des fonds que je souhaite donner à quelqu'un ou non? Une fois que cette transaction est vérifiée, on va la mettre dans un bloc et on va ajouter ce bloc. Et on va voir qu'une des grandes problématiques, c'est l'ajout du bloc dans ce registre distribué. On va se poser la question, comment est-ce que l'on ajoute le bloc? Quels sont les algorithmes qui sont nécessaires, qui sont requis pour permettre que cet ajout se fasse de façon certes efficace, mais aussi sûre, etc., etc. À quoi est-ce qu'une blockchain sert? Une blockchain, ça sert, comme je l'ai expliqué précédemment, à tout un tas de choses. Ça va du transfert d'argent, qui était le cas historique de Bitcoin, à l'exécution de smart contracts, c'est ce que je vous ai expliqué. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez trouver dans tout un tas de secteurs d'activité le mot blockchain utilisé. Bon, aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même convenir que c'est encore assez buzzwordesque dans beaucoup de secteurs. On en parle, mais ce n'est pas forcément encore très utilisé, mais ça va l'être de plus en plus. Donc ça peut aller de la microfinance au traitement de healthcare, etc. On peut faire du vote par la blockchain. On peut traiter des marchés privés. Enfin, on pourra faire tout un tas de choses, gérer les droits, etc., etc. Enfin, dernier mot dans cette introduction sur blockchain. Blockchain, c'est un mot derrière lequel on peut mettre tout un tas de choses. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'on a 3-4 grands types de blockchain. On a les blockchains publiques, encore une fois, prenons Bitcoin comme exemple. C'est une blockchain que tout le monde peut utiliser, à laquelle tout le monde peut contribuer, dans laquelle tout le monde peut participer. On a ensuite des blockchains qui sont ce qu'on appelle le consortium, fédérés ou privés. Ces blockchains sont aujourd'hui créés pour des groupes, des consortiums d'entreprises, de personnes qui souhaitent enregistrer entre elles des transactions. Alors le cas classico-classique, 50 banques qui décident de mettre en commun une blockchain qui va leur permettre d'enregistrer leurs transactions sans passer par un tiers comme elles l'auraient fait dans le passé. Enfin, on voit de plus en plus ce que l'on appelle blockchain as a service. De toute façon, je dirais que l'on voit un peu tout as a service. Donc, de façon non surprenante, on voit également blockchain as a service. Vous comprenez tout de suite ce que cela signifie. Cela signifie que les grands vendeurs de cloud ont bien compris que les blockchains seraient utilisées. Et donc, les Amazon, les Microsoft, etc., vont déploient des blockchains dans les clouds et vous permettent de les utiliser as a service. Alors, toutes ces blockchains, on les retrouve ici, publiques, consortium fédéré privé, qui sont un même groupe de blockchain et as a service. Et ce que cette image représente, c'est que grosso modo, mais on reviendra là-dessus, suivant le type de blockchain que l'on prend, public, fédéré, etc., nous n'allons pas avoir les mêmes caractéristiques en termes d'efficacité, en termes de robustesse, etc. Et donc nous n'aurons pas les mêmes usages. Donc dans les grands exemples classiques de blockchain publique, Bitcoin, Ethereum par exemple, sont les deux grands exemples. Dans les blockchains fédérés, privés, etc., aujourd'hui on parle beaucoup d'Hyperledger qui permet typiquement de faire ça.
Puis dans les blockchains as a service, Amazon, Microsoft, IBM, etc. ont tous des offres de blockchain. Donc fin de cette introduction qui avait uniquement pour but qu'on comprenne un peu tous de quoi on parle quand on parle de blockchain. Maintenant, dans cet exposé, quel est mon but? Mon but, c'est que vous compreniez que derrière le mot blockchain peuvent se cacher tout un tas d'hypothèses différentes. Vous verrez pourquoi nous parlons d'hypothèses. Derrière le mot blockchain peut se cacher différents niveaux de garantie. Garantie que l'on fournit aux utilisateurs de la blockchain. Et du fait que les blockchains ont des hypothèses différentes et donc ont des garanties différentes, et bien derrière ces blockchains, on va avoir des use cases qui sont différents. Et puis il y a tout un tas de non-buts. Le but de cet exposé, ce n'est pas de présenter les 1001 blockchains existantes. Déjà, je ne les connais pas. Je n'ai pas envie de les connaître non plus, pas forcément. Nous n'allons pas étudier les 1001 use cases de blockchain, parce que chaque jour qui passe, il y a quelqu'un qui a une nouvelle idée, faire du trading de tondeuses avec des blockchains, etc., etc. Donc, je ne les connais pas non plus, mais je serais ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Dans cet exposé, on ne va pas aller en profondeur dans les aspects cryptographie, dans les aspects vie privée, dans les aspects smart contracts, etc. Et puis j'ai mis le etc. parce que tout ce qui n'est pas dans les buts est par définition dans les non-buts. Alors, commençons. Pour répondre à cette question-là, pourquoi est-ce que l'on fait différentes hypothèses? Pourquoi, in fine, ma blockchain va avoir différents niveaux de garantie? Pourquoi elle sera adaptée à différents cas d'usage? Eh bien, on va se mettre dans la peau d'un designer de blockchain. Et donc, on va faire un premier essai, on va faire un deuxième essai, un troisième essai, et puis un beau jour, on arrivera peut-être à une blockchain. La blockchain que l'on va faire, on va supposer que c'est une blockchain pour faire de la monnaie virtuelle, le truc classico-classique, mais vous avez compris que vous pourriez remplacer la monnaie virtuelle par le stockage de n'importe quoi d'autre. Vous utilisez des bases de données, c'est que dans votre base de données, vous pouvez stocker un MP3 comme une chaîne de caractères, comme ce que vous souhaitez stocker. Commençons avec notre premier essai de design d'une blockchain. Alors c'est simple, on a Dingo qui est ici. Et Dingo, il souhaite créer sa monnaie virtuelle, il souhaite créer sa monnaie, donc il l'appellera comme il veut, Dingo Coin. Voilà. Et pour créer sa monnaie, donc, il va quelque part enregistrer, sur son disque dur par exemple, le fait qu'il crée un coin, et puis il va signer cette chose-là. Pourquoi il va signer cette chose-là? Parce que la façon de dire que ça m'appartient, dans un système distribué de type blockchain, c'est de le signer avec sa clé privée, et les autres pourront vérifier avec la clé publique que ça m'appartient bien. C'est-à-dire c'est bien moi qui ai signé cette chose-là. C'est une manière d'authentifier cette chose-là. C'est pour ça qu'on utilise dans les blockchains, de façon récurrente, ces primitifs de cryptographie très connus que sont les signatures. Donc par cet acte-là, Dingo indique qu'il y a une nouvelle pièce qui lui appartient, il y a de la monnaie qui lui appartient. Et puis, avoir de la monnaie, ça ne sert à rien si on n'est pas en mesure de la transférer. Donc, Dingo, il veut être en mesure de donner de la monnaie à Alice. Pour donner de la monnaie à Alice, qu'est-ce que fait Dingo? Il va créer un nouveau bloc, et dans ce bloc, il va dire qu'il souhaite payer à Alice un montant donné. Et ce montant, pour prouver qu'il l'a, il va mettre un pointeur dans ce bloc, il va mettre un pointeur, une info qui va pointer vers le bloc d'argent initialement. Donc c'est la flèche rouge que l'on a, et le hash signifie que l'on fait un hash du bloc suivant, donc un hash, encore une fois, primitif de cryptographie. Vous prenez n'importe quelle séquence de 1 et de 0, vous en dérivez un hash qui va avoir une taille fixe, et puis quelqu'un qui voudra vérifier que vous possédez bien cette chose-là va lui-même faire le calcul du hash et vérifier que les deux hash concordent. Donc Dingo, il va signer cette nouvelle transaction en disant « Je souhaite payer à Alice tel montant d'argent » et du coup, il pourra considérer que Alice, désormais, possède cette monnaie-là. Alice, qui a reçu cette chose-là, donc on suppose que par un moyen quelconque, elle a reçu ce bout de données signé par Dingo à 2 reprises et spécifiant le fait que l'argent lui a été transféré. Et elle va pouvoir à son tour décider de donner de l'argent, alors peut-être à Bob cette fois-ci. Et donc elle va créer un bloc, cette fois-ci c'est elle-même qui va le signer, c'est pour ça que si on regarde la signature en haut, ça va être signé par la clé privée d'Alice,
Et pour dépenser cet argent, Alice va prouver qu'elle le possède et donc va pointer vers le bloc qui contenait la transaction au sein de laquelle l'argent lui avait été transféré depuis Dingo vers elle. Et donc elle dit, ben voilà, maintenant c'est Bob qui possède cette monnaie-là, c'est-à-dire que je lui transfère cette donnée et Bob aura tout loisir de la dépenser. Et c'est comme ça qu'on va créer des blocs, une suite de transactions. Alors là, on a mis une seule transaction dans chaque bloc, mais qu'on va arriver à 3 blocs. Alors, le petit problème avec ce système-là, si je donne les données, que les données vont de Dingo à Alice, d'Alice à Bob, de Bob, etc., c'est que Alice, une fois qu'elle a créé un bloc et qu'elle l'a donné à Bob, ben, si elle est malicieuse, elle peut tout simplement repartir du même bloc et puis finalement décider de transférer l'argent qu'elle avait au sein de ce bloc à elle-même, donc elle va, ou à quelqu'un d'autre, hein, ici Chuck, enfin peu importe. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que l'on a fait ce qui est classico-classique dans les monnaies virtuelles, et ce contre quoi tous les designers de blockchain se battent, qui est ce que l'on appelle l'attaque de double dépense, c'est-à-dire que la monnaie que Alice avait héritée de Dingo, elle l'a dépensée à 2 reprises. Et vous, malheureusement, quand vous avez une pièce de 2 €, vous ne pouvez la dépenser qu'une fois parce que vous la transmettez. Alors, comment est-ce que l'on va résoudre ce problème-là ? Ben, ce problème-là, pour le résoudre, on va passer à notre deuxième tentative de création d'une blockchain. Et la deuxième tentative, la technique n'est plus avec nous, ça y est, la technique est de nouveau avec nous, c'est la suivante. On va passer de Dingo à Picsou, et on va décider qu'en fait, Picsou a pour but de publier, de maintenir, de stocker et de publier le registre des transactions. C'est-à-dire que ce registre que l'on a créé au fur et à mesure, hein, le registre, je vous rappelle, c'est cet assemblage de blocs, hein, les uns liés aux autres par des primitives de cryptographie. Ce registre, il ne va plus passer des mains des uns aux autres, et donc chacun ayant la possibilité un peu d'en faire ce qu'il veut et puis de faire ses doubles dépenses. Ce registre, on va le donner à Picsou, parce qu'on a confiance en Picsou, et on va lui dire, quand on veut savoir l'ensemble des transactions qui ont été faites depuis le début de la création de cette monnaie, c'est Picsou que l'on ira voir. Et Picsou nous dira voilà où l'on en est, on vérifiera que l'info est cohérente parce que Picsou aura tout signé dans ce registre, chaque bloc qui sera créé, Picsou l'aura signé, et donc on sera en mesure de vérifier que si Alice prétend avoir de l'argent, tel est bien le cas. Donc Picsou va maintenir cette chose-là, hein, donc on a toujours ces blocs, avec ces transactions au sein des blocs, ces blocs qui sont liés aux uns aux autres par des primitives de hachage, et puis ici, on va être un peu plus évolué. On va supposer que dans un bloc, on peut mettre des transactions de type create coin, c'est-à-dire que Picsou nous permet de créer de la monnaie. Alors ici, pour passer à une cadence supérieure, ce que j'explique, on met plusieurs transactions dans un bloc. Donc ici, Picsou a fait 3 créations de monnaie avec la valeur donc, qui est enregistrée. C'est véritablement un registre commerce dans lequel on indique ce qui se passe. Et puis, il donne à chaque fois le récipient. Alors, le récipient, qu'est-ce que c'est ? Enfin, le destinataire de cette transaction, eh bien, en principe, ça va être une clé qui va permettre d'identifier, une clé, typiquement une clé publique, qui va permettre d'identifier la personne pour laquelle Picsou a créé de l'argent. Donc, on va pouvoir avoir ces créations de monnaie qui vont être enregistrées de la sorte. Comment est-ce que l'on vérifiera la validité de ces enregistrements ? Tout simplement par le fait que c'est Picsou qui aura signé. Puisqu'on a décidé de donner notre confiance en Picsou, tout ce qui sera valide sera ce que Picsou aura décidé de signer. Et puis, si on crée de la monnaie comme précédemment, c'est pour pouvoir la dépenser. Et donc, quand on aura des transactions, on pourra créer d'autres transactions de type pay coins, dans lesquelles on indiquera la monnaie qui est dépensée, hein, donc 68,1, 42,0, 72,13. Si on revient avant, vous voyez ici qu'on avait la monnaie 73,0, 73,1, 73,2. Pourquoi ? Parce que c'était le 73e bloc. Dans ce bloc, on avait 3 enregistrements, 0, 1, 2. Et donc si on dit 73,1, on sait que c'est 1,4 de l'unité de la monnaie en question qui appartient à telle personne. Donc dans les transactions suivantes ici, on va consommer de la monnaie qui appartient à 3 destinataires, à 3 personnes différentes, et puis on indique le nouveau destinataire de cette monnaie et le montant que l'on transfère. Ces transactions,
il va falloir qu'elle soit valide. Hein. C'est comme vous, quand vous faites un ordre où que vous alliez, hein, vous mettez votre carte bleue et puis ça se connecte au terminal de votre banque. Parfois, ça fait un peu de temps, on a de la sueur, on a honte vis-à-vis du commerçant parce qu'il se dit il va penser que j'ai pas les sous. Non, c'est juste que le réseau est un peu long, c'est tout. Et qu'est-ce qui est vérifié? Ben, il est vérifié que sur votre compte, vous avez bien le solde qui vous permet de réaliser l'achat en question. Ben là, c'est pareil, on va valider. Donc, on va vérifier que la monnaie que l'on possède est valide, hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'ores et déjà été dépensée. Comment est-ce que l'on va vérifier cela? Eh bien, en regardant la chaîne, les blocs les uns après les autres, parce qu'une monnaie qui a été créée il y a 200 blocs de cela, elle a peut-être été consommée depuis dans un des blocs qui ont été concaténés depuis ces 200 blocs. Donc on va vérifier que cette monnaie est toujours là et qu'on est en droit, en mesure de la dépenser, hein, donc elle n'a pas été déjà consommée. On va vérifier que les valeurs que l'on sort sont égales aux valeurs que l'on possédait. Et puis on va vérifier que chacun de ces monnaies, enfin chacune de ces transactions a été validée par la personne qui souhaite la faire. C'est-à-dire que Picsou est là pour garantir l'intégrité globale, pour faire en sorte qu'il n'y ait qu'un enregistrement, que tout le monde ait confiance dans cette chose-là. Mais quand Alice décide de dépenser son argent, c'est quand même Alice qui signe la transaction qui permet de prendre son argent et de le dépenser. Alors, dans cette monnaie, comme dans les monnaies que vous pourriez utiliser aujourd'hui dans les réseaux publics, quelque chose que l'on a, c'est que la monnaie que l'on utilise est non mutable. C'est-à-dire qu'on peut transférer ces valeurs, ces pièces de monnaie, mais on ne peut pas, enfin pardon, ces monnaies on ne peut pas les sous-diviser, c'est-à-dire que je ne peux pas dire j'avais 3, je donne 2, etc. En revanche, on peut créer une transaction dans laquelle on consomme une partie de la donnée pour faire quelque chose et on s'octroie l'autre partie de la monnaie et donc en quelque sorte on aura divisé la monnaie en deux. Mais on n'a pas d'autre choix, je veux dire, que de passer par une transaction pour réaliser cette chose-là. Si j'ai 10 bitcoins et que je veux les dépenser, il va falloir que ces 10 bitcoins, je les traite en une et une seule fois et que j'en donne 2 là-bas et que j'en récupère 8 pour moi. Alors, le problème avec cette deuxième attempt, hein, elle est beaucoup plus probante que la première. La première, je vous rappelle que Alice était en mesure sans aucune peine, de faire une double dépense. Hein. C'est-à-dire qu'elle avait, une fois qu'elle avait récupéré le registre qui lui disait qu'elle avait l'argent, elle pouvait transmettre ce registre avec une nouvelle transaction à quelqu'un et le même registre avec une autre transaction avec le même argent à quelqu'un d'autre. On n'a plus ce problème-là avec ce que l'on a fait. En revanche, depuis le début, je vous dis que l'on fait confiance en Picsou. Et Picsou nous dit n'ayez crainte, je suis honnête. La question, c'est que est-ce que l'on est capable de donner le même niveau de garantie que ce que l'on a en ayant ce Picsou qui stocke le registre tout seul, mais sans reposer sur une seule personne, sur un seul Picsou. Et donc ça nous amène à notre troisième tentative. Et notre troisième tentative, c'est au lieu de demander à Alice d'envoyer les transactions qu'elle souhaite faire à Picsou, et de demander ensuite à Picsou de tout enregistrer, on va demander à Alice d'envoyer les transactions qu'elle souhaite faire à tout un réseau de personnes, à un réseau distribué. Alors comment ça va se passer? Donc je n'ai plus Picsou, mais j'ai 3 Picsou. Donc j'ai 3 personnes qui forment mon réseau distribué qui va être en charge de stocker l'ensemble des transactions qui sont réalisées dans le système. Donc Alice va émettre sa transaction, et puis chacun des acteurs ici va récupérer, va enregistrer l'ensemble des transactions qui se déroulent. La question, c'est, pour que chaque personne ait une vision cohérente du réseau, c'est quelles transactions dois-je inclure? Parce que je peux encore une fois avoir des transactions qui sont valides ou non valides. Je vous rappelle que Picsou avait charge de vérifier quand une transaction a été réalisée, que cette transaction était valide, c'est-à-dire que la personne possédait bien l'argent, qui n'avait pas été d'ores et déjà dépensé, etc. Et puis dans quel ordre? Parce que si Alice me fait 2 transactions, et que ces 2 transactions ne sont pas enregistrées dans le même ordre sur 2 nœuds différents du système, vous imaginez aisément ce que l'on peut obtenir. Pour réaliser cela, pour décider quelle transaction inclure et dans quel ordre, on a besoin ce que l'on appelle un protocole de consensus distribué. Avec un protocole de consensus distribué, ce que l'on va avoir est simple. Les 3 réplicas de ce registre, maintenus donc par
par ces 3 personnes seront identiques. Là, c'est le moment où il faut me stopper pour dire c'est faux. En effet, c'est faux. Pour qu'ils soient identiques, il faudrait que les 3 personnes agissent en cadence et fassent exactement les mêmes actions au même moment. On est dans un système distribué, on a 3 machines, il y a peut-être une à New York, à Madrid et à Tokyo. Il y en a une qui peut être en avance sur les autres, etc., etc. Mais ce que l'on sait, c'est que quand elles auront enregistré 3 blocs, ce sont les 3 mêmes blocs qui auront été enregistrés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être une machine qui sera déjà au 4e bloc. Hein, on ne peut pas leur imposer de faire le 3e en cadence, le 4e en cadence, le 5e en cadence, etc. Quand on aura 10 blocs enregistrés, ce seront les 10 mêmes blocs sur les 10 machines qui auront été enregistrées. C'est comme ça qu'il faut lire le terme « les réplicas sont identiques ». Alors, faire un protocole de consensus. Si vous demandez à quelqu'un s'il connaît quelque chose sur le consensus distribué, je pourrais vous poser la question ici, il va très certainement décliner la question et vous dire « non, non, je ne veux pas en parler ». Alors, pourquoi est-ce que le consensus fait si peur aux gens? Pourquoi est-ce si difficile à résoudre? En fait, c'est très difficile à résoudre le consensus pour une raison simple. On ne peut tout simplement pas résoudre le problème du consensus dans un système distribué. Il n'y a pas de solution. Ce résultat, c'est un résultat qui date de 85, connu sous le nom de FLP85, Fisher-Lynch-Patterson. Le titre de l'article, publié dans le Journal of the ACM à l'époque, est très clair. Impossibility of distributed consensus with one faulty process. Dès lors que l'on considère qu'il y a au moins une machine dans un système qui peut tomber en panne, eh bien c'est très simple, vous ne pouvez pas résoudre le consensus. Pourquoi? On va rentrer dans de longues explications. Vous avez 2 machines qui communiquent. Vous êtes dans l'incapacité de déterminer, si vous n'avez pas de nouvelles de l'autre machine, si l'autre machine est tombée en panne, ou si vos messages sont extrêmement lents, et donc n'ont pas encore atteint la machine en question. Vous communiquez avec quelqu'un à l'aide de lettres, courrier, la poste, et vous attendez une réponse. Vous êtes incapable de savoir si la personne ne vous répond pas tout simplement parce qu'elle est décédée, ou si parce qu'en fait la lettre que vous avez postée n'a pas mis 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais peut-être 5 jours, puis 5 jours. Et donc c'est très simple, le jour où vous prendrez une décision, vous direz mais ça y est, j'ai trop attendu, ça fait 20 jours que je n'ai pas de réponse, et donc vous avez décidé qu'elle est morte, et donc de prendre une décision de votre côté, c'est le 21e jour que vous recevrez la lettre de la personne. Et la poste vous dira mais je ne vous ai jamais garanti que la lettre arrivera en 2 jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours. De toute façon, on est en incapacité de garantir cela. Votre lettre peut être perdue, etc., etc. C'est pareil dans un système distribué. Donc on n'est pas en mesure de résoudre le problème du consensus. Donc le consensus ne peut pas être résolu. Toutefois, tous les algorithmes cités ici sont des exemples d'algorithmes qui résolvent le problème du consensus. Donc vous allez me dire, il y a un problème. Alors le plus célèbre d'entre eux, Paxos, Leslie Lamport, fin des années 90. Leslie Lamport, donc prix Turing 2014. Raft, un protocole plus récent qui est issu de Stanford. Zookeeper, un certain nombre d'entre vous travaillent certainement avec des logiciels qui utilisent tôt ou tard Zookeeper, dans tout ce qui est big data, etc. Zookeeper implante une forme de consensus, PBFT, on reviendra ici. Et puis j'ai mis Bitcoin. Ce Bitcoin implante une forme de consensus, on a vu qu'on en avait besoin. Mais en fait, Bitcoin n'implante pas un protocole de consensus, et on va en parler. C'est bien pour ça qu'il y a tout un tas de problèmes qui font que aucun réseau de banque n'utiliserait Bitcoin pour gérer ses transactions. Alors une fois que j'ai dit que le consensus n'était pas possible, mais que le consensus était résolu, il faut peut-être que je vous explique comment c'est possible que le consensus soit résolu alors qu'il est impossible de le résoudre. C'est très simple. Pour résoudre le consensus, les designers font soit des hypothèses sur le système, soit décident d'affaiblir la définition du consensus de manière à être en mesure de résoudre ce problème-là. Et on va parler de ces choses-là. Démarrons depuis le début. Alors pas le début du Bitcoin, le début de système distribué. Qu'appelle-t-on un système distribué, grand 1, puisqu'on parle de consensus? Qu'appelle-t-on un protocole de consensus? Je vous ai dit ça, mais je vous l'ai défini de façon très informelle. Et puis, revenons un peu sur pourquoi est-ce que l'on ne peut pas résoudre le consensus. Et puis après, on étudiera les protocoles en question. Donc, système distribué, on est d'accord, hein, c'est un réseau de machines, ici représenté par les cercles gris. Et puis, ces machines, elles sont en mesure de communiquer les unes avec les autres par des envois de messages.
Un système distribué, c'est très pratique, mais ça a tout un tas de propriétés qui le rend inhéremment difficile à programmer. Et un ensemble de ces propriétés est listé ici. Les nœuds s'exécutent de façon concurrente, c'est ce que j'ai expliqué. On ne peut pas dire à tous les nœuds, vous devriez être au numéro 3, puis au numéro 4, puis au numéro 5. Si vous essayez de faire ça, vous aurez un système distribué qui sera extrêmement lent. Pourquoi? Pour une raison simple, il sera aussi lent que la plus lente des machines du système. Voilà. Les communications sont asynchrones. La plupart du temps, vous êtes au téléphone avec quelqu'un, vous lui dites « je t'envoie la pièce jointe par mail » et puis il la reçoit de façon instantanée, tu l'as reçue, oui, tout va bien. Et puis de temps en temps, le mail que vous envoyez met 3 jours pour arriver. Ça nous arrive tous une fois, on ne sait pas pourquoi. Voilà, le message s'est coincé dans un routeur, il y avait de la congestion. On est le 11 septembre, donc tout le monde va sur le site de CNN.com et donc tous les routeurs sont congestionnés, etc. Et le ping que l'on a l'habitude de quelques millisecondes devient de quelques secondes, voire de quelques minutes, etc. On a fait des expériences, par exemple, dans le cadre de recherche, en prenant les 5 ou 6 data centers d'Amazon et en faisant un ping, en demandant à chaque machine, toutes les minutes, de pinguer une machine des 4 ou 5 autres data centers. Et puis on a regardé la distribution des latences. Et on voit que 99,9% du temps, on est en dessous de quelques millisecondes, tout va bien. Et puis il y a un certain nombre de fois où on peut aller jusqu'à 2, 3, 4 minutes de latence. Donc quand on design un système distribué, il faut prendre ça en compte, sans quoi on tombe dans tout un tas de problèmes. Les machines peuvent tomber en panne. C'est la norme dans un système distribué. Quand on fait de la programmation multiprocess sur une machine classique, on ne prend pas ça en compte. Si je fais un compilateur et que je décide de le multithreader pour aller plus vite, je ne vais pas me dire que j'ai un thread qui va tomber en panne et pas les autres. Soit ma machine tombe en panne, soit tout fonctionne, mais ce n'est pas le cas dans un système distribué. On n'a pas d'horloge globale. Donc certes, on peut utiliser des mécanismes qui vont plus ou moins synchroniser mes machines, NTP typiquement, mais pareil, ce sont des algorithmes distribués qui sont sujets à toutes ces hypothèses-là, etc., qui vous garantiront que vous serez sous tant de millisecondes quand tout va bien. Et le jour où tout va mal, plus rien ne sera de toute façon garanti. On n'a pas de mémoire partagée entre nos machines. Tout ce que l'on fait dans un système centralisé, c'est basé la plupart du temps sur de la mémoire partagée. Vous utilisez des locks, des sémaphores, des moniteurs, etc., c'est de la mémoire partagée. On n'a plus tout ça dans un système distribué. Donc on a un terrain de jeu qui est passionnant, mais qui est singulièrement complexe. Là, ça c'est un système distribué. Voilà, latence de communication, vous voyez, tout d'un coup ça ne marche plus. Allô, allô? Voilà. Ok, on a parlé de système distribué, on a vu les propriétés. Maintenant, si je regarde un algorithme de consensus, je vais avoir 2 grands types de propriétés qu'il va devoir garantir. D'une part, des propriétés dites de safety, de sûreté. Il faudra que l'algorithme ne fasse pas d'erreur. D'autre part, je vais avoir des propriétés de vivacité, de liveness, qui vont imposer à l'algorithme de faire quelque chose. Je prends un exemple que je donne à mes étudiants. Quand je leur donne un partiel, je leur dis qu'il y a 2 règles à respecter. Une règle de safety, c'est de ne pas écrire d'erreur sur la copie. Si je ne donne que cette spécification, là, n'écrivez pas d'erreur sur votre copie, tous les étudiants vont arriver et me rendre copie blanche. C'est parfait pour moi, c'est super facile à corriger. Et en effet, ils n'auront pas fait d'erreur. Il faut que je rajoute une propriété de liveness, de vivacité, et dire vous devez écrire quelque chose sur votre copie. Et c'est la conjonction de on doit écrire quelque chose et cette chose ne doit pas être une erreur qui fait qu'on répond aux questions. Dans un algorithme distribué, c'est pareil, on a safety et liveness. C'est important parce que quand on va parler tout à l'heure de Bitcoin versus des protocoles que l'on trouve dans des blockchains type consortium federated, etc., on va parler de safety et de liveness. Et on va montrer qu'en fait, l'un garantit la safety et pas la liveness, et l'autre garantit la liveness et pas la safety. Donc grosso modo, si vous faites le parallèle avec l'étudiant qui fait sa copie, il y a un système dans lequel on va vous garantir qu'il écrira des choses, quitte à ce que ce soit tout faux dans la copie. Il y a l'autre système dans lequel on vous garantira que ce qu'il écrit c'est juste, mais peut-être qu'il n'écrira rien dans sa copie. Alors vous allez me dire, dans les 2 cas, il a 0. Certes, après, c'est pas le même 0. Hop. Venons-en à la définition du consensus. Et donc on va voir ce que j'ai expliqué avant, des propriétés de safety, des propriétés de liveness. Donc le consensus, c'est simple. Vous imaginez, vous avez n machines dans votre système, on va dire 10 machines. Chaque machine peut proposer une valeur. Donc c'est un algo qui va me donner une interface propose, qui va me permettre de dire je veux proposer cette valeur.
Alors dans le cas de ma blockchain, qu'est-ce que je propose? Je propose mon bloc. J'ai fait un bloc localement, puisque maintenant on a distribué la chose, c'est plus Picsou uniquement qui fait ses blocs, tout le monde fait ses blocs dans son coin. J'ai fait un bloc, je voudrais qu'il soit mis dans la blockchain. Donc je peux proposer un bloc. Et puis, puisque mon algo tourne, à un moment donné, on va dire, voilà le bloc qui a été décidé. Donc j'ai un decide qui va m'être envoyé, une sorte d'upcall, on va me dire, voilà le bloc qui a été choisi, et donc je vais avoir charge de rajouter ce bloc à ma blockchain. Soit c'est mon bloc, j'ai gagné, je suis content, soit c'est le bloc de quelqu'un d'autre, et bien, tant pis pour moi. Ce consensus, vous comprendrez qu'il est utilisé partout dans les systèmes distribués. Aujourd'hui, vous avez forcément utilisé quelque part une instance de consensus. Pourquoi? Parce que ce que l'on fait ici pour les blocs, c'est ce que fait Amazon tous les jours pour décider qui a le droit d'acheter le dernier exemplaire d'Harry Potter qu'il y a dans la base de données. Amazon n'a pas une base de données, sinon le jour où la base de données tombe, Amazon ferme la clé, ou alors perd quelques centaines de milliers ou millions de dollars par unité de temps qui s'écoule. Donc Amazon prend 1, 2, 3, 4, X réplicas de sa base de données, et ces réplicas de la base de données, ils ont tous le dernier exemplaire de Harry Potter. Si j'ai 2 clients qui arrivent, il faut décider lequel des 2 a le droit. Donc il y a une façon très simple de dire ça, il faudrait rediriger tous les clients vers la même machine, on sérialise, et on serait dans le Picsou, voilà, si cette machine tombe en panne, on ne fait plus rien. Donc les clients vont vers des machines différentes, des front-end web différents, et on a un algo de consensus qui va décider lequel de ces 2 clients va pouvoir exécuter la requête dans la base de données. C'est de la réplication de machine à état, c'est exactement la même chose, c'est un protocole de consensus. C'est pour ça que ces protocoles ont existé bien avant qu'on parle de blockchain, etc., etc. Mon protocole de consensus, donc maintenant je regarde ce qu'il fait, c'est très simple, 2 propriétés de safety. On se rappelle, safety, il ne faut pas faire de bêtises. Donc, ce que l'on dit, c'est que si une valeur est décidée, il faut que cette valeur ait été proposée par quelqu'un. Pourquoi? Sinon, je vous fais un algo de consensus trivial qui décide toujours 0, ou qui décide toujours un bloc vide, par exemple. Voilà. Deuxième propriété, tous les processus doivent décider de la même valeur. Je n'ai pas un nœud qui peut décider tel bloc et un autre nœud qui peut décider tel bloc. Ben, sinon, vous comprenez pourquoi, ça diverge. Je n'ai pas un réplica de ma base de données Amazon qui peut donner Harry Potter à tel client et un autre réplica qui peut donner le même Harry Potter à un autre client. Avec ces 2 propriétés-là, vous comprenez que comme pour mon partiel avec mes étudiants tout à l'heure, je peux faire une implémentation triviale de consensus qui consiste à ne rien faire. Quand on me fait propose, je mets le propose dans /dev/nul à la poubelle et je n'output aucune valeur. Et en effet, si je décide, elle aura été proposée par quelqu'un, je ne décide jamais, donc c'est vérifié trivialement. Et tous décident de la même valeur, oui, puisqu'on ne décide jamais rien, donc par définition, on décide toujours tous la même chose. Donc on doit me forcer à faire quelque chose, et forcer à faire quelque chose, c'est de dire eventually, et eventually en anglais, c'est pas éventuellement, c'est à terme, c'est un faux ami, on dit que tous les processus devront à terme décider. Pourquoi à terme? On ne peut pas, encore une fois, forcer les gens à être en cadence, mais on dit que tous les processus corrects devront décider. Donc voilà comment on va définir formellement notre algo de consensus, qui est ce qui devrait tourner dans toutes vos blockchains et qui ne tourne pas dans toutes les blockchains. D'où les problèmes que l'on peut avoir. Alors, pourquoi est-ce que l'on ne peut pas résoudre le consensus? Tout à l'heure, je vous ai dit, FLP 85. Alors, FLP 85, il est là, il vous dit que dans un système, dans un réseau asynchrone, dans lequel les messages peuvent être retardés mais pas perdus, il n'y a aucun algo de consensus qui peut terminer dans chaque exécution si on considère qu'au moins un des nœuds peut tomber en panne. On ne va pas rentrer dans la preuve de cette chose-là, et plutôt que de regarder ce théorème, on va plutôt regarder un autre théorème qui s'appelle CAP. Et alors CAP et FLP ne sont pas équivalents, mais ils sont très proches, et CAP est beaucoup plus facile à illustrer que FLP, c'est pour ça que je le choisis. Donc CAP, c'est très simple. CAP se pose la question d'implémenter ce qu'on appelle un registre. Donc un registre, c'est on va dire une base de données dans laquelle on fait des reads et des writes, qui offre une cohérence atomique, qui est le plus fort niveau de cohérence, qui est celui que vous voudriez avoir dans votre Bitcoin. Et il dit qu'on n'est pas en mesure, dans un réseau asynchrone dans lequel les messages peuvent être perdus, d'implémenter un tel registre qui va répondre tout le temps, quel que soit ce qui se passe dans le réseau. Alors je vais vous expliquer pourquoi cette chose-là. Alors le théorème CAP, c'est un théorème du début des années 2000. Eric Brewer, prof à Berkeley, qui est maintenant VP je ne sais pas quoi chez Google. Prouvé quelques années après par Nancy Lynch, qui est prof, elle, au MIT. Donc CAP, C-A-P, C pour consistency, A pour availability, donc disponibilité, P pour tolérance des partitions.
C'est un théorème qui est fondamental. Aujourd'hui, tous les designers de systèmes distribués parlent de cap et pourquoi, à cause de cap, ils ne sont pas en mesure de faire ci, ci et ci. Et donc, je vais vous l'expliquer de façon très simple. Le C de cohérence dit que chaque nœud devrait être en mesure de donner l'état le plus récent. Ok ? C'est-à-dire, je suis cohérent, c'est-à-dire, je ne vous donne pas une vieille valeur. Si Alice a 3 euros, je ne vais pas vous dire qu'elle en a 5. Elle en a plus 5, elle en a bien 3. Je suis à jour. Availability, ça veut dire que je suis toujours en mesure de répondre. Je ne vais pas à un moment donné bloquer. Okay ? Si vous pensez à votre machine bancaire, vous allez parfois à l'ATM et il vous dit « Je suis désolé, hors fonctionnement. Je ne suis pas en mesure de vous donner les billets. » Pourquoi ? Pour éviter justement de tomber dans ce cap. Ils décident de sacrifier la disponibilité. Ils ne sont pas prêts à vous donner de l'argent s'ils n'ont pas de connexion avec tous les bons serveurs qui vont bien. Pourquoi ? Parce que sinon, ils vous donnent de l'argent, ils ne sont pas en mesure de faire les vérifications qui vont bien, ils vous donnent 500 euros, mais vous aviez 0 sur votre compte, et après, qu'est-ce qu'ils font ? Il y a le banquier qui vient, qui tape à votre porte et qui dit, en fait, rendez-moi les 500 euros. Donc, c'est très simple. Votre automate, s'il n'est pas en mesure de communiquer et d'être certain qu'il pourra valider sa transaction là, il dit tout simplement, je suis non disponible. Il y a peu de machines qui sont aussi peu disponibles que votre automate. Si vous faites la comparaison, Facebook est toujours disponible. Mais c'est un peu moins grave, parce que Facebook ne vous donne pas des billets de 500 euros. Dernier point, tolérance des partitions de réseau qui indique que le système devrait fonctionner malgré l'occurrence de partitions du réseau. Qu'est-ce qu'une partition du réseau ? Vous avez 4 machines, et puis il y en a 2 qui sont en mesure de parler l'une avec l'autre, 2 qui sont en mesure de parler également l'une avec l'autre, mais ces 2 partitions ne sont plus, elles, en mesure de discuter l'une avec l'autre. Pourquoi ? Parce que j'ai un routeur, typiquement, entre les deux qui est tombé en panne. Donc ça marche à Paris, ça marche à Grenoble, mais entre Grenoble et Paris, ça ne fonctionne pas. Et ce que dit CAP, c'est très simple, c'est que sur ces 3 propriétés, vous ne pouvez en avoir que 2. C'est impossible d'arriver à cette intersection. Tout le monde rêve d'y être, tout le monde, quand il design son algo, est persuadé qu'il est là, mais en fait, c'est tout simplement pas possible. Et on peut prouver formellement que ce n'est pas possible. Alors pourquoi ce n'est pas possible ? En fait, c'est ce qu'on voit ici. Si vous faites un système, donc à gauche, donc vous avez les nœuds 1, 2, 3, 4, et vous avez une partition du réseau qui est symbolisée par ce trait ondulé. Donc 1 et 3 sont en mesure de communiquer, 2 et 4 sont en mesure de communiquer. Et puis vous avez une requête qui est faite sur le nœud 1, une requête qui est faite sur le nœud 2. D'accord ? Si votre système tolère les partitions du réseau, c'est-à-dire que même s'il y a une partition, il continue de tourner, c'est-à-dire que tous les nœuds peuvent répondre, et qu'il est disponible, c'est-à-dire qu'il refuse de bloquer, eh bien, vous allez écrire du rouge dans le 1 et vous allez répondre du bleu dans le 2. De toute façon, c'est simple, 1 et 2 ne peuvent plus communiquer. Donc, si vous mettez à jour le 1, il n'y a aucun moyen, aucun espèce de moyen d'aller mettre à jour 2. Ils ne sont pas en mesure de fonctionner. Donc, vous voyez bien que votre système n'est pas cohérent. Vous mettez du rouge, vous récupérez du bleu. Donc, typiquement, Alice est en train de mettre à jour, dire bah, « ça y est, j'ai dépensé ces 3 euros-là ». Et le bleu, lui, il n'est pas au courant qu'Alice a fait les 3 euros. Donc, il pense toujours qu'Alice a les 3 euros qu'elle avait tout à l'heure. C'est ça que ça veut dire. Deuxième cas, mon système est partition tolerant, donc toujours malgré l'occurrence de partition du réseau, ce n'est pas un obstacle, mon système devrait continuer à fonctionner. Et en revanche, je veux qu'il soit cohérent. Dans ce cas-là, il ne pourra pas être disponible. Pourquoi ? J'ai 1 qui est ici, qui reçoit rouge. Je sais que j'ai une partition du réseau, je ne suis pas en mesure de dialoguer avec 2. 2 refusera de répondre à une requête. Voilà. Parce que 2 veut répondre rouge, il veut être fortement cohérent, il refuse de répondre quelque chose qui est potentiellement dans le passé. Refuser de répondre quelque chose dans le passé, c'est être certain qu'on dialogue avec tous les autres. C'est ce qui se passe avec votre ATM. C'est pour ça que votre distributeur, votre bancomat, à un moment donné, dit « je ne suis pas disponible ». Il se met hors service parce qu'il n'est pas en mesure de dialoguer avec 1 et 3. Donc pour ne pas faire de bêtises, il dit « je ne vous sers pas, vous reviendrez dans 10 minutes, 5 minutes ». Facebook, lui, s'en fiche de ça. Il dit « je veux être partition tolerant, hautement disponible ». Parce que si 2 fois sur 3, quand vous allez sur le site de Facebook, il vous dit que c'est non disponible, vous allez changer de réseau social. Donc il ne sera pas cohérent en revanche. C'est-à-dire le fait que votre belle-sœur ait changé de robe, peut-être que vous le saurez un peu plus tard. Ce n'est pas très grave. Facebook estime que ce n'est pas ce qui va vous priver d'utiliser le réseau social dans le futur. Et puis ces choses-là, qu'on soit clair, arrivent rarement. Avoir une partition du réseau, etc., ce n'est pas un événement qu'on a toutes les 5 minutes. On l'a 5 minutes dans l'année. Ces 5 minutes-là, Facebook se dit, s'il est au courant un peu plus tard ou s'il est une info qui est erronée, ce n'est pas très grave. La banque, elle, n'est jamais satisfaite de cette chose-là. Dernier point,
Je décide que mon système doit être cohérent et disponible. Donc je veux être en mesure de répondre tout le temps, et je veux répondre juste. Dans ce cas-là, le trait devient assuré. Vous ne pouvez plus tolérer les partitions de réseau. C'est-à-dire qu'à la moindre partition de réseau, votre système ne sera pas en mesure d'être cohérent et disponible. Donc une fois qu'on a compris ça, on a compris qu'on aimerait avoir un système qui est toujours cohérent, qui malgré les pannes de réseau, c'est-à-dire j'ai un routeur au milieu qui empêche deux sites de fonctionner, et puis malgré et puis répondre tout le temps, soit disponible, on aimerait avoir ces trois propriétés-là. Nous ne sommes pas en mesure de les avoir. Il faut en choisir deux parmi trois. Maintenant que vous savez tout ça, vous savez ce qu'est un système distribué, vous savez pourquoi c'est difficile, pas d'horloge globale, pas de mémoire partagée, des communications réseau asynchrones, des pannes de machines. Au passage, j'ai passé le fait que les pannes de machines peuvent être des pannes franches, des pannes par omission, des pannes malicieuses de type byzantine, des crash recovery, c'est-à-dire une machine qui perd sa mémoire volatile parce qu'elle reboot, elle fait un micro-reboot, etc., etc. Une fois que vous avez compris que votre système distribué est complexe, que votre protocole de consensus, il devrait vous garantir les trois propriétés que l'on a vues, deux étant des propriétés de safety, une de liveness, mais ces trois propriétés qui vous disent grosso modo que tout le monde doit décider la même chose et que cette chose doit avoir été proposée par quelqu'un, et que vous avez compris qu'on est incapable de le faire, mais maintenant on va étudier les protocoles, deux exemples, et voir comment ils se débrouillent dans ce monde-là pour toutefois tenter de faire quelque chose. Le premier protocole que l'on va regarder, c'est celui qui tourne dans Bitcoin. Protocole créé en 2008 par un inconnu qui n'existe pas. C'est un pseudonyme, Satoshi Nakamoto. Alors, quelles hypothèses fait-il? Vous vous rappelez, je vous ai dit, vu qu'on n'est pas capable de résoudre le consensus, à un moment donné, il faut faire des hypothèses où il faut diminuer la propriété et les propriétés que l'on veut. Alors, le protocole commence à faire des hypothèses. Bon, première hypothèse, qui n'est pas une hypothèse contraignante, Bitcoin est sans permission. Donc, tout le monde peut participer au réseau. Deuxième hypothèse, pour que Bitcoin fonctionne, les nœuds malicieux ne doivent pas être en majorité. On reviendra là-dessus, certains d'entre vous doivent connaître cette attaque connue sous le nom de 51%, qui fait que si vous maîtrisez plus de la moitié du réseau, vous êtes en mesure de de créer un fork dans une chaîne. Et puis Bitcoin suppose que le réseau est asynchrone, les messages peuvent prendre un temps arbitrairement long à se propager. Les garanties de Bitcoin sont les suivantes. Bitcoin est live. Quand vous voulez faire une transaction, votre transaction se fera. Il n'y a pas à vous bloquer en disant non, je ne suis pas en mesure de la faire. Ce n'est pas votre machine ATM qui vous dit non, non, stop, le système n'est pas là. En revanche, Bitcoin n'est pas toujours safe, n'est pas toujours sûr. Et en fait, c'est tout simplement parce que ce n'est pas un protocole de consensus. Bitcoin ne garantit pas les deux propriétés de safety que l'on a vues dans le consensus. Pour une raison simple, quand vous connaissez l'attaque Bitcoin qui dit que vous pouvez faire un fork, c'est que vous comprenez que ce n'est pas parce qu'une valeur a été décidée qu'elle le sera pour toujours. Une valeur décidée dans Bitcoin parce que le bloc a été ajouté peut à tout moment être supprimée de la blockchain parce qu'un fork a été créé d'une chain plus longue. Donc ce n'est pas un protocole de consensus. C'est pour ça que c'est tout simplement pas utilisable dans des environnements de type consortium de banques, etc. En termes de performance Bitcoin, on va voir que c'est très lent en termes de débit, on fait très peu d'opérations par seconde. C'est très grand en termes de latence. On attend des temps très longs avant qu'une transaction soit confirmée, sachant que confirmée ne veut rien dire puisqu'elle pourra être infirmée un jour, mais voilà. Encore en revanche, Bitcoin a une propriété qui est qu'il passe à l'échelle, c'est-à-dire que les réseaux Bitcoin peuvent être exploités avec des centaines de milliers de nœuds sans que cela pose de soucis. Le deuxième protocole que l'on va étudier rapidement, on est à l'autre bout du spectre, PBFT, Practical Byzantine Fault Tolerance, créé en 1999, Miguel Castro Barbara Liskov, professeur au MIT, prix Turing 2008 pour l'ensemble de son œuvre et notamment ce protocole. Donc je précise qu'il y a 2 Turing Award winners des 10 dernières années qui ont travaillé sur les protocoles de consensus, Lamport et Barbara Liskov. Hypothèse, c'est pour des blockchains qu'on appelle permissioned, à savoir seuls les nœuds authentifiés peuvent participer. On n'est plus dans la blockchain où tout le monde vient sans permission et commence à jouer. Là, on est dans des réseaux où l'on connaît les participants, où ils ont une clé et où tout le monde connaît tout le monde. Donc on est typiquement dans les 50 banques qui se connaissent et qui ont décidé ensemble de créer une blockchain. On peut avoir des nœuds malicieux, un tiers au maximum. Ça vient d'un résultat célèbre, problème des généraux byzantins, Paxos, Lamport, 1982, qui explique que l'on ne peut pas faire un protocole de consensus, blablabla, si on a plus d'un tiers de menteurs.
et le réseau est asynchrone. En termes de garantie, on est safe. C'est-à-dire que si ces hypothèses tiennent, le protocole ne mettra jamais en danger la sûreté du consensus. C'est-à-dire que si vous avez mis votre bloc, vous n'aurez pas moyen de supprimer votre bloc de la blockchain. En revanche, votre protocole n'est pas live. Pour que votre protocole soit live, il faut que le réseau soit synchrone. Et donc si on revient à mon FLP, mon impossibilité du consensus, c'était dans un réseau asynchrone, etc., etc. Et en effet, dans un réseau asynchrone, un protocole comme PBFT ne va pas être disponible. Le available du CAP ne va pas être garanti. C'est-à-dire qu'ils vont dire, je stoppe, c'est mon ATM. Je décide de ne pas servir mon client parce qu'il y a un danger que je sois incohérent. Donc je fais un compromis, je préfère ne pas être disponible, mais être toujours fortement cohérent. En termes de performance, on va avoir un très haut débit, une très faible latence. En revanche, ça ne scale pas. C'est-à-dire que ces algos-là fonctionnent aujourd'hui pour quelques dizaines de nœuds, 10 nœuds, 20 nœuds, 30 nœuds maximum. Au-delà de ça, les performances deviennent tout simplement catastrophiques. On va voir pourquoi, parce qu'il y a un échange quadratique de messages entre les nœuds du réseau. Donc avec 10 nœuds, vous échangez, on va dire, de l'ordre de 100 messages pour faire une transaction. Si vous mettez un millier de nœuds, vous échangez 1 million de messages par transaction. Ça devient problématique. Ah. Ça, c'est le résumé de ce que j'ai dit. Bitcoin à gauche, PBFT à droite, permissionless, permission dans un cas. Les ID d'utilisateurs sont gérés de façon décentralisée, anonyme dans le premier cas. Donc les propriétés vertes, c'est les bonnes propriétés, les rouges, c'est ce que l'on aime moins. Dans l'autre cas ici, c'est centralisé. Hein. On a en gros un gestionnaire de clés. Tout le monde connaît tout le monde, etc. Et on a confiance dans ce gestionnaire de clés. En termes de scalabilité, à gauche, on va être excellent. On peut avoir des réseaux Bitcoin avec des centaines de millions de nœuds. Ici, on va être très limité. C'est fait pour des blockchains de petite taille. En termes de débit, on va parler typiquement de 7 transactions secondes avec Bitcoin, ce qui est ridiculement bas. On va passer de plusieurs dizaines de milliers de transactions secondes dans un algo de consensus comme PBFT. En termes de latence, on va être à des dizaines de minutes avec Bitcoin. On va être à quelques millisecondes pour PBFT. En termes de puissance énergétique nécessaire, Bitcoin, c'est un coût énergétique qui est juste catastrophique, hein, de l'ordre du gigawatt. Ici, ça tourne, vous prenez 10 machines bas de gamme et ça tourne sans aucun souci. Enfin, ça, c'est là qu'on arrive dans la safety, la sûreté de votre blockchain. À gauche, vous allez pouvoir avoir des forks de votre blockchain. Hein. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai expliqué. Vu qu'il faut être disponible et tolérer les partitions du réseau, ça va être au détriment de la cohérence, qu'il y ait des nœuds malicieux ou non. Il ne faut pas me dire, mais c'est quand il y a des nœuds malicieux. Non, non, qu'il y ait nœuds malicieux ou pas, il peut y avoir des forks dans la blockchain parce que le réseau est asynchrone et que donc on a des partitions qui commencent à se créer. Ici, c'est impossible. Il n'y aura jamais de fork dans la blockchain. Et enfin, consensus finity, c'est-à-dire à quel point quelque chose est irrévocable. Et si vous vous rappelez, au début, j'ai dit une blockchain, c'est une base de données distribuée, happen only, qui est irrévocable, ou j'ai dit, ou qui devrait du moins l'être. En fait, ce n'est pas le cas dans Bitcoin, puisque ce que vous avez enregistré peut disparaître. C'est le cas dans ces algos-là, c'est-à-dire que c'est irrévocable. Le consensus, une fois qu'il est décidé, il est décidé une fois et une fois pour toutes. J'avais dit qu'on parlerait d'usage, j'en ai parlé à plusieurs moments. Bitcoin, c'est typiquement pour les blockchains publiques, hein, utilisable par tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'une blockchain publique, si vous la limitez à 10 participants, vous allez faire beaucoup de frustrés. En revanche, c'est sûr qu'il faut quand même être un peu vigilant sur ce qu'on met dessus. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de craintes sur le fait que tous les miners de Bitcoin, une grosse puissance de mining de Bitcoin soit localisée en Chine, dans des data centers, etc. Voilà, il y a des gens qui sont quand même qui se posent des questions là-dessus. Des algos comme PBFT sont designés pour des réseaux de toute petite échelle, pour des consortiums. Donc vous imaginez tout de suite l'usage qui va en être fait. C'est typiquement les banques qui vont décider que, elles vont tourner leur propre blockchain et ne plus dépendre d'une tierce partie en laquelle elles auraient confiance, type Visa ou que sais-je. Et puis du coup, ça doit vous rappeler ce schéma que j'avais initialement, les publics, les federated consortiums, les blockchain as a service, etc., des caractéristiques différentes, etc. Pourquoi des caractéristiques différentes? Pourquoi des use cases différents? Parce qu'on a des algos derrière qui sont différents, qui font des hypothèses différentes et qui offrent des garanties différentes. Alors on va aller très vite parce que je pense que le temps tourne. Si on veut des questions, j'ai plus l'heure là. C'est le problème des montres intelligentes, c'est que parfois elles affichent des mails. Bitcoin. On va essayer de faire rapidement. Donc, je vous rappelle ce que je vous ai dit avant. Permissionless, tout le monde peut participer.
c'est un protocole qui sera live mais pas safe. Alors pourquoi? On part d'un monde idéal et puis peu à peu on le complexifie. Alors qui a d'abord ce registre? Le registre c'est simple, tout le monde dans le réseau là. Donc je mets 100 000 machines, j'ai 100 000 personnes qui stockent le registre. Ça c'est la bonne façon de faire en sorte que le registre, on ne l'a pas donné à quelqu'un, donc il ne peut pas être modifié. Tout le monde a sa copie du registre, donc on trouvera toujours une bonne copie du registre. Dans le premier monde, on suppose qu'on a un Dieu qui existe, une personne super puissante, hein, vous appelez ça comme vous le souhaitez, qu'on n'a pas de faute et qu'on n'a pas de nœud malicieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai une transaction, je la diffuse à tout le monde, tout simplement. Chaque nœud crée un bloc valide. Pourquoi? J'ai pas de faute, j'ai pas de nœud malicieux, etc. Donc quand je crée un bloc, c'est qu'il est de toute façon valide. On ne peut jamais m'envoyer de mauvaises données. À chaque round, pour chaque nouveau bloc, c'est là que j'ai mon super puissant qui arrive, mon Dieu qui arrive et qui me dit voilà, je choisis telle machine et c'est telle machine dont le bloc va être élu. Et la machine N qui a été élue par quelqu'un de super puissant, elle diffuse son bloc à tout le monde et puis chaque machine accepte le bloc. Si on avait ça, hop, 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 faut faire escape. J'ai pas le escape sur la souris encore. Voilà, super, merci. Si on a ça, on a notre algo de consensus. Pourquoi? Parce que pour chaque round, j'ai quelqu'un qui a décidé que c'était le bloc de telle personne que l'on prenait, tout le monde l'accepte, et ce bloc, il est forcément valide. Donc ce serait super. J'ai un consensus implicite, j'ai pas d'élection de leader, hein, j'ai décidé que j'avais un super puissant qui était là, et j'ai une confiance aveugle, totale, c'est-à-dire que je suppose que tout le monde envoie des transactions valides, que tout le monde enregistre les transactions dans l'ordre dans lequel elles leur sont données, etc., etc. Si j'avais ces hypothèses-là, si j'étais dans ce monde-là, ce serait fin de l'algo de Bitcoin, ça fonctionnerait. Au passage, j'aurais pas de fork, j'aurais rien, hein, tout fonctionnerait bien mieux. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Hein. Quelles que soient nos croyances, on n'a pas encore ça en informatique. Deuxième monde, j'ai toujours mon Dieu qui existe, j'ai toujours pas de faute. En revanche, j'ai des nœuds qui peuvent commencer à être malicieux. Donc je rends le monde un peu plus réel, le monde informatique un peu plus réel. Alors mon algo dans ce cas-là, à quoi il ressemble? Chaque nœud crée un bloc valide. À chaque ronde, j'ai mon super puissant qui décide que c'est un nœud qui va être celui dont on va prendre le bloc, hein, puisque chacun fait son bloc en parallèle. Ce nœud-là, il va diffuser son nœud à tout le réseau, hein, à mon réseau pair à pair. Et puis maintenant, chaque nœud va vérifier. Pourquoi vérifier? Parce que j'ai des malicieux. Donc j'ai peut-être des malicieux qui ont commencé à me mettre de mauvaises transactions. Donc il faut rajouter une petite étape. Et vérifier, ça veut dire que, je vous rappelle, hein, moi j'enregistre, j'ai toute la blockchain chez moi, j'ai tout le registre. Je vais vérifier que si on me dit qu'Alice doit dépenser 3 €, c'est qu'elle a bien les 3 €, qui n'ont pas été dépensés, que ça lui appartient, etc., etc. Soit c'est valide, j'accepte et j'inclus le bloc, soit je décide que c'est pas valide et je rejette le bloc, et puis je repasse à l'étape d'après. Alors ce serait bien, hein, on voit bien que là, même les malicieux, on arrive à les traiter, on regarde la validité, etc., etc. Le problème, c'est que j'ai toujours quelqu'un qui a décidé pour moi, gentiment, que c'était telle machine dont on prenait le bloc, telle machine dont on prenait le bloc, telle machine dont on prenait le bloc. Encore une fois, mon consensus était implicite. Alors qu'est-ce qui se passe hein, avec cet algo-là? J'ai mes 3 machines, hein, dont un malicieux. La première machine ici a créé un bloc, elle l'a diffusé aux 2 autres, hein, elle a été élue hein, par le super puissant, et donc le bloc a été ajouté. Ensuite, mon super puissant a décidé que c'était l'autre machine qui avait le droit de créer un bloc. Cette machine crée le bloc bleu, le diffuse à tout le monde voit que le bloc est valide et l'ajoute. De nouveau, mon super puissant décide que c'est la première machine, j'ai un bloc vert jaunâtre qui se crée, qui est diffusé, tout le monde l'ajoute à sa blockchain, et on voit bien qu'on a des réplicas de la blockchain, on a tous le même réplica de la blockchain. On a toujours le problème de savoir comment cette machine a été décidée. Hein. Et puis un beau jour, je tombe sur le malicieux, il crée un bloc rouge, et puis lui, au moment de le diffuser, il le met à la poubelle. Donc il est le seul à avoir le bloc rouge. Il est malicieux, il fait ce qu'il veut, une machine malicieuse décide de son comportement. Et puis le round d'après, quand c'est la machine bleue qui est de nouveau élue, elle crée son bloc bleu, elle l'envoie à tout le monde. Alors le malicieux, lui, décide de ne plus rien faire de ses blocs, hein, il reste à sa chaîne, il est content. Et puis mes 2 machines correctes, elles, ont toujours la même blockchain. Donc on voit qu'on a des divergences qui se créent, mais ces divergences, si j'ai une majorité de nœuds honnêtes, hein, c'est pas très grave, parce que j'ai une chaîne valide qui va survivre. Pardon, décidément, c'est mon doigt droit qui me crée des problèmes. C'est pas très grave parce que, voilà, malgré l'occurrence de malicieux,
si j'ai ma majorité, je trouverai toujours une blockchain valide quelque part. Alors, toutefois, avec ce mécanisme-là, on peut avoir le problème de double dépense que l'on a mentionné au début. Donc, j'ai ma blockchain qui est en train d'être créée. À un moment donné, j'ai une transaction qui envoie de l'argent de A vers B, donc transaction qui est signée vers A. Dans cette transaction, A, au passage, indique le bloc qui lui permet d'avoir de l'argent. Hein. Il dit, cet argent, je l'ai récupéré là-bas. Et puis A, à un moment donné, fait une autre transaction. Et cette fois, il envoie le même argent de A vers A'. Ce bloc est mis, donc c'est un bloc malicieux, hein, ou qui pourrait être vu comme malicieux. Ce bloc est mis, l'argent vient du même endroit, puisqu'on dépense, c'est une attaque de double dépense, donc on dépense le même argent. Mais donc, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que si les prochains blocs sont concaténés à ce deuxième ajout, à A', étant donné que les nœuds honnêtes dans Bitcoin vont toujours mettre leur bloc derrière la chaîne la plus longue qu'ils ont, on va créer un bloc orphelin. Hein. Donc on illustre ici l'attaque de la double dépense, c'est-à-dire que B, qui a cru à un moment donné qu'il allait être riche et qu'il allait récupérer l'argent de A, un beau jour on lui dit, en fait, l'argent de A, tu ne l'as plus. Et ça, il faut comprendre que cette chose-là, malheureusement, on ne peut pas la contrôler. Le fait que les nœuds, vous ne pouvez pas demander à un nœud honnête de décider qu'il doit prendre le bloc B plutôt que le bloc A'. Le nœud honnête, il prend ce qu'il reçoit en premier, qui vient du réseau. Si à un moment donné, j'ai mon réseau qui est un peu lent et que c'est ce second bloc que j'ai, moi, il est valide parce que je n'ai pas eu l'autre bloc B, je vais continuer d'accrocher. Et une fois qu'une règle est une règle, je dois toujours accrocher au bloc le plus long, et donc je peux créer un bloc orphelin et invalider une transaction. Quand est-ce qu'une transaction est finie? Une transaction n'est jamais finie, enfin, considérée finie, never. Tout simplement, never. Donc dans Bitcoin, on va vous dire, je crois que la valeur du jour, c'est 6 blocs. Si vous avez 6 blocs derrière vous, vous pouvez considérer qu'en fait, votre bloc ne sera plus annulé. Parce que quand vous avez 6 blocs derrière vous, je vous ai dit, la chaîne la plus longue l'augmente. Il faudrait qu'il y ait un fork depuis ce bloc qui est maintenant, qui a 6 blocs derrière lui, un bloc avec 7 blocs, pour être en mesure de dire, maintenant les prochains blocs vont être concaténés à celui-ci, et donc je vais effacer ma transaction qui était il y a 6. Et vu qu'on estime que créer un bloc, ça prend 10 minutes, et blablabla, et que le temps de propagation dans le réseau est tel que, etc., on considère que 6, c'est raisonnablement suffisant pour considérer que ma transaction ne sera pas invalidée. Sauf que peanuts, si un jour quelqu'un décide de miner, il peut aller effacer tout ce que vous avez fait avant en faisant une attaque de double dépense au bon endroit, etc., etc. Et donc ce que j'explique, c'est que la confiance dans le système augmente de façon exponentielle avec chaque bloc qui est ajouté. C'est sûr que quand mon bloc il est à 10 000 blocs d'aujourd'hui, on se dit que pour que quelqu'un arrive tout d'un coup avec un fork de 10 000 blocs, c'est-à-dire qu'il aura fallu qu'il fasse du mining de 10 000 blocs, il faudra qu'il soit sacrément puissant. Mais de façon théorique, une transaction n'est jamais certifiée comme étant finie. Troisième monde, nous n'avons plus de Dieu, nous avons des pannes de machines et nous avons des machines malicieuses. Comment est-ce que l'on fait pour choisir de façon aléatoire un nœud? C'est tout le problème que l'on avait avant. Avant, je vous dis, c'est celui-ci, puis celui-ci, puis celui-ci. Et donc, on mettait le bleu, le vert, le bleu, le vert, tous en cadence, parce que le super puissant nous avait dit, c'est celui-ci, on va y lire. Et bien, on le fait avec un algorithme de proof of work, donc de consensus par proof of work. On est dans le consensus. Ce que je vous explique depuis le début, c'est que pour faire une blockchain, ce qu'on fait derrière, c'est un algo de consensus, ni plus ni moins. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Chaque nœud crée un bloc qu'il juge valide, chaque nœud correct. Il essaie de résoudre un problème cryptographiquement complexe autour de ce bloc. Grosso modo, il doit mettre dans ce bloc un entier qui est tel que quand il fait le hash du bloc avec cet entier, ça donne un hash qui a tant de zéros au début. Et donc le nombre de zéros, je reviendrai là-dessus avant, que l'on décide que ce hash doit avoir, détermine la complexité du calcul. Ça, je vais essayer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, puis c'est try again, try again, try again, try again, try again. Et quand j'ai trouvé un entier qui va bien, qui fait que le hash de mon bloc avec cet entier contient tant de zéros, c'est que mon bloc est valide et que je peux l'envoyer. Donc N, quand il a réussi à faire ça, il dissémine son bloc avec la solution, avec l'entier en question qui dit, regardez, si vous vérifiez, vous verrez bien que j'ai bien résolu mon problème cryptographique. Et si
La solution proposée par le nœud en question et le bloc est valide. Les autres nœuds qui reçoivent ce bloc vont décider qu'il est correct et vont décider de le mettre sur leur blockchain, de l'ajouter. La solution à ce puzzle, c'est ce qu'on appelle justement la preuve de travail, proof of work. La sélection d'un nœud aléatoire, en fait, elle est faite tout simplement par brute force. C'est-à-dire que c'est le premier nœud qui a réussi à résoudre le problème, c'est lui qui sort. C'est-à-dire être le premier à disséminer son bloc, et c'est comme ça qu'en gros, on suppose qu'il va y avoir un seul nœud qui va sortir à tout moment. Et donc, c'est basé sur les ressources des nœuds, et la ressource, c'est la puissance de calcul dont les nœuds disposent. Alors, qu'est-ce qui se passe si deux nœuds arrivent à résoudre le problème au même moment? C'est très improbable. En fait, les nœuds font des millions d'opérations pour arriver à résoudre. Vraiment, dans le pire des cas, c'est simple. Le bloc qui sera élu, c'est celui qui sera reçu le premier par une majorité de nœuds. Et c'est lui qui va être ajouté, et ces nœuds-là qui ensuite rajouteront des blocs derrière celui-ci. Si on est deux à gagner, voilà. Il y en a un qui inondera le réseau plus vite que l'autre, et c'est lui qui gagnera à la fin. Et donc le choix dépend quelque part du réseau. Si vous avez une mauvaise connexion, vous êtes super, vous résolvez les problèmes, mais que vous êtes incapable de communiquer avec le reste du monde, vous aurez résolu vos problèmes pour rien. Alors, pour dire ce hash, comment ça fonctionne, donc c'est ce que j'expliquais, vous faites un hash donc, du previous hash, du hash précédent, c'est le bloc précédent, des transactions que vous avez, donc tout ça, vous mettez ça, tous ces 1, tous ces 0, et puis vous mettez cet entier, là, ce nonce qui est représenté ici en bleu, et le hash doit être inférieur à une valeur donnée. Donc ça, c'est très difficile à calculer. La difficulté est paramétrisable, on va voir comment, en fixant en fait la cible que l'on souhaite. Voilà. C'est simple, imaginez que je vous dise, vous prenez un générateur de nombres aléatoires et il faut que vous sortiez un nombre inférieur à 5. Voilà. Si votre générateur de nombres aléatoires il est entre 1 et 1000 et qu'il est bien fait, vous tomberez un nombre inférieur à 5, 5 millièmes du temps. C'est aussi simple que ça. Si votre générateur de nombres aléatoires est entre 0 et 100, 5% du temps, vous sortirez un nombre en moyenne entre 0 et 5, et etc., etc. C'est exactement le même principe qui se passe ici. Donc la difficulté, c'est comme de dire, est-ce que le nombre aléatoire, c'est entre 0 et 100, entre 0 et 1000, entre 0 et 10 000, ou entre 0 et 1 million. S'il faut piocher quelque chose d'inférieur à 5 avec un générateur qui sort des trucs entre 0 et 1 million, vous voyez bien que vous allez passer un petit moment avant de sortir le bon nombre. Donc pour tout un tas de raisons cryptographiques, on est capable de montrer que la seule façon d'y parvenir, c'est d'essayer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entiers, les uns après les autres. Il n'y a pas de manière plus fine d'y arriver, c'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer une solution qui dise « vu que ça ne marche pas avec 12, je vais tenter avec 24 ou avec… » Non, il n'y a pas de raison que ça marche plus avec 24 qu'avec 23, qu'avec 21, etc. Et donc tout le monde se retrouve face à la même difficulté de problème à résoudre. Et donc si quelqu'un a 99% de la proportion de calcul, il aura 99 chances de gagner et l'autre aura 1% de chance de gagner. Et tout le monde le sait, les miners le savent. Si je représente 5% de la puissance de calcul totale, c'est moi qui serai capable de miner 5% des blocs. C'est moi qui, 5% du temps, résoudrai le problème cryptographique et c'est mon bloc qui sera choisi. Alors ce que je n'explique pas ici, etc., mais que vous savez probablement, pourquoi est-ce que les gens s'amusent à faire ça? Parce que quand ils créent un bloc, ils ont de l'argent. C'est ce qui permet de dire, c'est pour ça que je gaspille mon électricité, c'est parce que si mon bloc a été élu, il y a une somme d'argent qui va avec le bloc. Cette somme d'argent, elle décroît au cours du temps, pour pas que la monnaie soit inflationniste, etc., etc. À quelle vitesse la blockchain croît avec un protocole comme Bitcoin? Ça dépend du temps qu'il faut pour générer un nouveau bloc, c'est-à-dire pour résoudre ce problème cryptographique que l'on vient de voir. Donc ça dépend de la cible que l'on a vue, je vous ai dit, il faut que le hash soit inférieur à telle cible, et ça dépend de la puissance de calcul dont on dispose pour résoudre ça. Si on est 1 à résoudre tout seul un problème de maths, on sait le temps que c'est. Si on est 2, on est peut-être 2 fois plus vite, 3 fois plus vite, 4 fois plus vite, etc. Ce que fait Bitcoin, c'est qu'il maintient cette valeur à environ 10 minutes. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau bloc créé toutes les 10 minutes. Et donc, pour y parvenir, la cible est recalculée tous les 2016 blocs, ce qui fait environ toutes les 2 semaines. Pourquoi elle est recalculée? Parce que si vous avez de plus en plus de miners, il va falloir rendre le problème de plus en plus complexe pour que ça prenne toujours 10 minutes pour que le bloc soit trouvé. Combien de transactions ça fait par seconde? C'est simple, 10 minutes pour un bloc, 1 mégaoctet de taille limite de bloc, 250 octets chaque transaction, vous faites le calcul, 7 transactions par seconde. À titre de comparaison, Visa, 100 000 transactions secondes, PayPal,
100 transactions secondes. Vous voyez ce que vous êtes capable de faire avec Bitcoin. Donc le débit est extrêmement faible. Un dernier mot sur Bitcoin, l'attaque 51%, vous l'avez compris, avec 51% du réseau, je peux créer un fork. Pourquoi? Parce qu'avec 51% du réseau, je vais plus vite que les autres. Donc, je laisse une chaîne se créer. Moi, je crée ma chaîne dans mon coin et à un moment donné, je la diffuse. Et ma chaîne sera plus longue que les autres. Pourquoi? Parce que je vais un peu plus vite. Hein. C'est comme si vous avez une voiture qui va à 135 et une à 130. À 135, vous allez plus vite, vous allez plus vite à la destination. C'est exactement le même problème. Au passage, des chercheurs ont montré qu'on pouvait faire avec beaucoup moins que 51%. Comment? En créant des attaques réseau, en partitionnant le réseau. C'est très simple, 51%, c'est si on suppose que 100% du réseau est capable de communiquer. Maintenant, je fais une petite cyberattaque, j'isole une partie du réseau en attaquant un routeur bien placé. Mon réseau n'a plus une taille de 100, mais 70%, et donc il faut maîtriser la moitié de 70%, 35%, etc. etc. Ils ont montré qu'avec 25% du réseau, on était en mesure de faire un fork dans un système de type Bitcoin. En résumé, c'est ce que j'ai déjà mis, c'est la 3e fois que je le mets, éduquer, c'est répéter. Permissionless, nœud malicieux, jusqu'à 50%, bien qu'on puisse descendre, parfois avec moins, ce soit néanmoins problématique. Réseau asynchrone. Garantie liveness, donc vous avez compris que quand vous voulez mettre une transaction, on arrivera toujours à la mettre dans Bitcoin, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des blocs qui vont être minés, ma transaction va arriver là. En revanche, je ne suis pas safe, ce n'est pas un protocole de consensus, contrairement à ce que beaucoup croient. Ce n'est pas parce que j'ai un bloc qui a été mis, qu'une transaction est dans ce bloc, que cette transaction demeurera et qu'elle sera irrévocable. Ma transaction peut disparaître du jour au lendemain. Les performances sont très faibles, très bas débit, très haute latence. En revanche, il faut bien dire ce qu'il faut dire. Ça scale, ça passe à l'échelle. Vous mettez 100 000 nœuds, ça fonctionne. Donc c'est la seule possibilité aujourd'hui pour tourner des protocoles de type Bitcoin à l'échelle planétaire. Waouh! PBFT très rapidement. Très rapidement. Créé 99, c'est la thèse de Miguel Castro au MIT, donc c'est une thèse complète. Un protocole comme PBFT, version simplifiée du protocole, 35 pages de preuves, juste pour vous expliquer. C'est pour ça d'ailleurs que je vous l'expliquerai beaucoup plus rapidement que Bitcoin. Parce vu que c'est un vrai protocole de consensus, c'est vraiment difficile. Hypothèse, là on est dans un réseau de type permission, donc les nœuds sont authentifiés. On sait exactement combien il y a de nœuds, il y a 5 nœuds qui participent, il y a 10 nœuds qui participent. On a une notion de membership, hein, de groupe de nœuds. Et si on veut passer de 10 à 11 nœuds, ben, il faut tourner des procédures, etc., pour pouvoir faire grossir le réseau. Maximum 1/3 de nœuds malicieux, c'est un résultat théorique, on ne peut pas faire avec moins. Réseau asynchrone. Garantie safe. Si vous avez décidé une valeur du consensus, vous ne reviendrez pas dessus. Pas de liveness, pensez à l'automate de tout à l'heure. Si sur les 5 nœuds, c'est très simple, hein, grosso modo, c'est pas 5 le chiffre magique, on va dire c'est 4 nœuds. Si sur les 4 nœuds, j'en ai pas 3 qui répondent, je bloque. Je bloque et je dis je ne suis pas en mesure, j'attends qu'une machine reboot. Voilà. Il y en a 2, c'est pas suffisant pour arriver à un consensus. Très performant en termes de débit, très performant en termes de latence, très petite latence. En revanche, ça ne scale pas. Vous utilisez quelques dizaines de machines et encore, je dis quelques pour être très gentil. On va faire très simple. Ça, ce serait les nœuds de votre blockchain. Primary 0, primary, donc réplica 0, réplica 1, réplica 2, réplica 3. Les clients qui soumettent des requêtes, hein, donc le client ici qui dit voilà, je veux faire telle transaction. Et puis, vous allez passer par un protocole en plusieurs phases, pre-prepare, commit. Donc, je vous dis, c'est une thèse à lire si vous voulez connaître les détails du protocole. Donc, phase pre-prepare, j'indique voilà la valeur, je donne le message M. Donc, c'est le bloc typiquement que je propose pour le consensus. Ce message M, ensuite, donc une fois que je l'ai envoyé, chaque nœud va envoyer un prepare aux autres nœuds. Donc pareil, j'ai de la crypto dans tous les sens, etc. Quand j'ai reçu 2F réponses, sachant que j'ai 3F plus 1 nœud, donc 3F plus 1 pour tolérer F faute, donc pour tolérer une faute, 3F plus 1 égale 4, c'est pour ça que je disais le chiffre magique, c'est 4 nœuds pour tolérer une faute. Quand j'ai reçu donc des réponses de 2 personnes plus la mienne, c'est-à-dire qu'on est 3, je peux passer dans l'étape suivante, d'accord ? Donc je ne rentre pas dans les détails sur pourquoi c'est 2F, etc. Étape suivante, commit, donc de nouveau, chacun diffuse à tout le monde. Et quand chacun a reçu 2F commit des autres, hein, donc si j'ai un réseau de 4 nœuds, j'ai reçu 2 réponses qui sont strictement identiques à la mienne, donc moi je suis le 3e, et bien dans ce cas-là, je vais pouvoir avancer. Pourquoi je vous ai dit 1/3 maximum?
Donc si j'ai 4 machines et qu'on est 3 à être d'accord, c'est qu'il y a au pire un malicieux, et un malicieux, ça fait moins d'un tiers, et c'est pour ça qu'on arrive à résoudre le consensus. Une fois que donc j'ai reçu un commit de 2F plus 1 personne, de 2F personnes et donc 2F plus 1 avec moi, je fournis une réponse au client, le client collecte les réponses, s'il a plus de F réponses, c'est-à-dire F plus 1, il en a au moins une correcte, et chaque réponse attestant du fait que 2F plus 1 était d'accord, que 2F plus 1, etc., etc., c'est comme ça qu'on arrive à faire le consensus. Je vous passe les détails. Dans ces protocoles-là, il y a une notion de checkpoint, c'est-à-dire que régulièrement, il faut effacer l'état. Pourquoi? Parce que vous faites consensus sur consensus sur consensus sur consensus, etc. Vous stockez tout ça. Donc tous les n numéros de séquence, on fait un checkpoint, on l'envoie et puis on efface l'état qui peut être effacé. Et puis on a une notion de vue, c'est ce que je vous expliquais. Pourquoi on a une notion de vue? C'est le membership. Parce qu'on commence par exemple à 4 nœuds, et si tout d'un coup dans mon consortium de banque, j'en rajoute une et qu'on est 5, il faut passer à la vue suivante au sein de laquelle la majorité n'est plus le même nombre. Vous comprenez bien que c'est un problème de majorité. Donc quand on fait des élections en France et qu'on dit qu'il faut la majorité, c'est proportion du nombre de votants. Si vous passez de 60 millions à 70 millions de votants, votre majorité elle passe de 30 millions et une voix à 35 millions et une voix. C'est pareil ici, si vous rajoutez des nœuds, c'est que pour être certain qu'il y a une majorité, il va falloir rajouter, il va falloir mettre, on va dire, à jour les différents paramètres. Voilà l'intuition de pourquoi cette notion de vue. Donc, résumé, c'est ce que je vous ai dit, permission, malicious node, etc. Safe, mais pas toujours disponible. Alors, un dernier mot sur ces protocoles de consensus. J'en ai présenté 2, parce que j'ai présenté 2 qui sont aux extrêmes opposés. Bitcoin d'un côté, qui n'est pas un algo de consensus, mais qui est tellement utilisé qu'il convient de savoir qu'il existe, ce qu'il garantit, etc. PBFT de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est historiquement le premier protocole de consensus byzantin qui a été réellement publié, utilisable, etc. Voilà. Mais il existe tout un tas d'autres algos de consensus, et chaque jour, des chercheurs, des entreprises, etc., travaillent sur des algos de consensus. Ça, c'est un diagramme qui est fait par un collègue chercheur à IBM. Axe des Y, les performances. Donc plus on est haut, plus on fait de transactions par seconde, plusieurs dizaines de milliers en haut avec une latence réseau faible. En bas, on fait très peu de transactions par seconde. Et puis la scalabilité ici. Donc les protocoles de BFT standard, comme PBFT, très bon débit, très bonne latence, mais en revanche, ils ne scalent pas. C'est-à-dire que vous faites une blockchain avec moins de 20 nœuds. À l'autre bout du spectre, les protocoles Proof of Work standard comme Bitcoin, qui vont scaler à des dizaines de milliers de nœuds, mais qui vont avoir des latences très élevées et des débits très faibles. Et puis entre les deux, les gens se battent pour essayer, grosso modo, d'aller quelque part dans cet endroit du spectre. Pour conclure, 4 slides sur ce qu'on fait dans le cadre de la blockchain. Alors, ce qu'on fait dans le cadre de la blockchain, c'est qu'on se bat pour mettre des points ici. Donc, le but, c'est de construire des protocoles pour les blockchains de type permission. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le gros de la demande, c'est dans les entreprises, et les entreprises ne peuvent pas utiliser de protocoles de consensus qui ne sont pas des protocoles de consensus, dans lesquels on leur dit vous faites des transactions, mais vos transactions vont peut-être disparaître. C'est tout simplement pas admissible. D'autant plus que vous imaginez bien que ces attaques de 50%, 25%, etc., plus le réseau est petit, plus ce serait facile à mettre en place. L'argument du Bitcoin, c'est de dire à partir du moment où on est des millions, maîtriser 50% de millions, c'est juste impossible. Si vous êtes 10, maîtriser 50% de 10, c'est facile à faire. C'est ce que vous faisiez à l'époque de l'élection des délégués de classe quand vous étiez en 6e. On fait des coalitions pour être certain d'être élu ou pas élu d'ailleurs. Les buts que nous poursuivons sont les suivants. Versatilité, je vais expliquer ce que ça veut dire. Robustesse, efficacité, notamment en environnement géorépliqué, et puis aspect privacy. Un des travaux qu'on a fait, ça s'appelle Abstract Framework. Donc c'est un protocole, un framework qui permet de construire des protocoles de BFT. C'est un travail qu'on a fait avec le PFL, IBM Research, publié en 2010 et 2015. Et l'idée ici, donc vous avez compris qu'en fait, on pouvait faire des algos aujourd'hui très efficaces, mais qui ne scalent pas. On peut faire des algos pas du tout efficaces, mais qui scalent, etc. Mais dans la catégorie des algos très efficaces, on peut faire des algos qui sont très très efficaces en débit,
des algos qui sont très très efficaces en latence. On peut rarement faire les deux en même temps, parce que c'est des choses qui sont en contradiction les unes avec les autres. On peut faire des algos qui sont très efficaces si on considère qu'on a au plus une panne dans le réseau à un moment donné. On peut faire des algos qui sont etc. etc. Et à chaque fois qu'on fait un nouvel algo de BFT, ben on fait des pages et des pages et des pages et des pages de preuves. Et donc nous on a fait un framework qui évite de faire ces choses-là. Donc ces concepts aujourd'hui, ils sont pas mal utilisés dans Hyperledger Fabric. Pourquoi? Parce qu'en fait, un des auteurs de cet article-là est justement le chercheur chez IBM Research à Zurich qui est, on va dire, le lead sur le design d'Hyperledger Fabric. Ensuite, on a fait un protocole qui s'appelle RBFT. Donc là, l'idée, c'est, vous avez vu PBFT, Practical Byzantine Fault Tolerance. Ben là, vous remplacez le P de Practical par le R de Robuste. Et l'idée est de dire, en fait, vous prenez PBFT ou tous les autres algos de BFT qui avaient été faits à ce moment-là. En fait, ils ont beau vous garantir un consensus, etc. C'est des protocoles qui sont assez facilement attaquables. C'est-à-dire attaquables dans le sens, si je veux diminuer leur performance. Je vous ai dit, la clé de ces performances, l'intérêt principal de ces protocoles, c'est qu'ils ont de très bons débits, de très faibles latences, outre le fait, bien sûr, qu'ils résolvent le consensus. Le problème, c'est que typiquement, vous avez vu, par exemple, que dans ces algos-là, vous aviez un leader. C'est celui qui envoie le prix pair au début. Ce leader-là, si vous faites du network flooding, c'est fini. Il n'est plus en mesure d'envoyer de prix pair, ou très peu de prix pair. Ce leader-là, si c'est lui le nœud malicieux, puisque vous faites l'hypothèse qu'un certain nombre de réplicas peuvent être malicieux, il ne va pas vous empêcher d'atteindre le consensus. Mais en fait, il ne va pas vous faire diverger, il ne va pas vous faire décider des choses différentes par les différents nœuds. Mais en revanche, il peut vous ralentir. Donc dans cet article-là, on a expliqué comment prendre toutes ces choses-là en compte pour faire un protocole réellement robuste. En disant, on n'a peut-être pas besoin des centaines de milliers de requêtes secondes d'un PBFT, on peut peut-être se contenter de 5-6 000 requêtes secondes. En revanche, en cas de network flooding, en cas de primary malicieux, en cas de etc., on ne veut pas que les performances soient pénalisées. C'est-à-dire qu'en gros, on veut être déterministe en termes de performance. Ça, aujourd'hui, c'est le protocole qui est utilisé dans Hyperledger Indy, donc une des blockchains d'Hyperledger. Ils réimplémentent tout simplement ce protocole-là, from scratch pour leurs besoins, parce que c'est leur créneau. Ils disent, nous, on veut des performances déterministes, quel que soit l'environnement dans lequel on s'exécute. Le premier travail, c'est XFT. XFT, c'est pour Cross Fault Tolerance. Donc, de nouveau, c'est avec IBM Research. C'était publié il y a maintenant 2 ans, en 2016. XFT, je vous disais que ça c'était un diagramme d'IBM, en fait vous le voyez apparaître ici. Et en fait, l'idée c'est d'être tout en haut en termes de performance, et puis de commencer à aller vers, au-delà de ce trait des protocoles standards de BFT, c'est-à-dire de tolérer des réseaux plus grands, des réseaux géorépliqués. Et pourquoi? En fait, il n'y a pas de magie, hein, c'est ce que je vous dis, on fait toujours des hypothèses. On ne peut pas, il y a des limites. Hein. Vous ne pouvez pas faire une voiture qui ne tombe pas en panne, vous ne pouvez pas faire un avion qui ne tombe pas en panne, vous ne pouvez pas faire une centrale nucléaire qui n'aura jamais de problème. Enfin, il y a tout un tas de choses qui sont ainsi, ce sont des systèmes physiques, donc on est obligé de faire des hypothèses pour aller plus vite, etc. Typiquement, votre voiture, elle fait des hypothèses qu'elle ne va pas avoir à labourer un champ, donc elle a des roues qui sont plus petites, etc., qui lui permettent d'aller plus vite. Là, l'hypothèse est la suivante, c'est de dire que les protocoles de BFT qu'on a considérés jusqu'à présent, PBFT pour ne pas le citer, fait l'hypothèse qu'on peut avoir à la fois concomitance de pannes arbitraires, malicieuses, et de partition du réseau. Que ces deux événements peuvent intervenir au même moment et que malgré l'occurrence de ces deux événements, il faut garantir que le consensus sera correct. Nous, on dit, dans XFT, en fait, ces deux pannes-là n'ont pas de raison d'être corrélées. C'est-à-dire si vous mettez des machines à New York, Madrid et Paris, c'est pas parce que j'ai une machine malicieuse ici que New York et Paris ne seront c'est pas parce que j'ai une machine malicieuse à New York que Paris et Madrid ne seront plus en mesure de communiquer l'un avec l'autre. Autant c'est vrai dans un data center, si vous faites du network flooding, une machine malicieuse flotte votre réseau et empêche les autres machines correctes de communiquer, autant dans un environnement géorépliqué, ce n'est plus vrai. Voilà. Et donc on montre qu'en séparant les pannes de réseau des pannes de machine, on est capable de résoudre le consensus byzantin avec 2F plus une machine au lieu de 3F plus une machine, ce qui permet d'améliorer la scalabilité, etc. Donc XFT, c'est aujourd'hui en cours d'intégration dans Hyperledger Fabric. Et puis un dernier travail relatif à ça, c'est sur les communications, les systèmes de communication qui sont à la fois anonymes et accountable. Alors le gros problème de toutes ces blockchains, etc., et j'ai dit que ce n'est pas un topic qu'on traitera ici, hein, c'est toutes les questions d'anonymat, est-ce qu'on peut savoir qui effectue quelle transaction, etc., etc. Donc on veut toujours plus d'anonymat. Le problème de l'anonymat, quand on est dans des réseaux, là, pour le coup, pair à pair à grande échelle, c'est que derrière l'anonymat, on peut se cacher pour ne plus contribuer au système.
Et on a les fameux problèmes de nœuds rationnels, de free-riding dans les systèmes pair à pair, où je veux bénéficier du système sans contribuer. Ce qui a donné le tit for tat dans BitTorrent, etc. Je te donne si tu me donnes, etc. etc. Le problème, c'est comment faire ça quand on veut garantir l'anonymat. Vous ne voulez pas être capable de traquer ce que font les gens, et toutefois, vous voulez être capable de le traquer pour les forcer à faire quelque chose. Donc ça, c'était le premier protocole qui était à la fois privacy preserving, donc le protocole de gossip, c'est-à-dire de communication de broadcast à grande échelle, qui soit privacy preserving, donc qui respecte la vie privée, et qui toutefois permettent de mettre en œuvre des mesures de accountability, c'est-à-dire de vérification que les nœuds font bien leur job. Ça, on a des discussions autour de Spectre, qui est un protocole de cryptocurrency, pour voir si ces choses-là pourraient être utilisées. J'ai fini mes 3 heures d'exposé. Merci pour votre attention et si vous avez des questions. Le verre d'eau est bienvenu. Alors du coup, pour les questions, donc, je vous invite à les poser. Si derrière, ouais. Bien, tu peux les répéter. Ouais, je les répète. Du coup, à la vidéo, on les entend. Ouais, ça marche. C'est bien, mais du coup, je répète que celles auxquelles je sais répondre. Là, vous voyez, là c'est un primary malicieux. Voilà. Denis. Alors, il y en a une là, juste pour commencer. Je voulais savoir sur votre graphique à la fin, où se situait l'Ethereum. Allô, allô. C'est un bug. Ça s'appelle un single point of failure dans un système distribué, ça. Point de défaillance unique. Alors, en parlant en même temps pour du coup la vidéo. Donc la question est où est-ce que se situerait Ethereum? Ethereum, en fait, ils sont proof of work avec l'ambition de passer en proof of stake. Donc le proof of work aujourd'hui, il est mauvais, et le proof of stake, l'idée, c'est de monter dans les débits en réduisant la complexité du mining, etc. Et donc en permettant d'avoir plus de blocs générés, etc., en repensant le reward de façon globale, etc. Donc l'idée est d'aller vers ces choses-là. Aujourd'hui, on n'est toujours pas dans des algos de consensus déterministes, etc. Donc ce qui se fait, ce qui est en train d'être conçu, c'est la combinaison d'algos de BFT pur avec des algos de proof of stake pour combiner le meilleur des deux. Donc aujourd'hui, Ethereum, il serait relativement bas encore, mais leur ambition à terme, c'est de monter, enfin, c'est de s'approcher de ces points-là, quoi. Est-ce que j'y crois? Moi, ce à quoi je crois, c'est réellement les protocoles Moi, je pense que c'est cette voie-là qu'il faut utiliser, parallèle BFT, XFT, ça. Je pense que c'est cette voie-là qu'il faut amener petit à petit. Là. Je pense que c'est ces algos-là qu'il faut amener à passer à l'échelle. Notamment parce que si on est dans des consortiums, etc., on est dans des environnements qui sont quand même contrôlés. Les protocoles de BFT, c'était un peu l'idée de XFT, c'est de dire les protocoles de BFT ont été faits pour le pire. Mais le pire, on l'a sur Internet. On l'a dans un environnement où on ne maîtrise rien, où le code est exécuté chez les gens, etc. Si le code il est exécuté entre la Société Générale, BNP, Capgemini, enfin je sais pas quoi, enfin, bref, des banques, quoi, Crédit Mutuel, etc., on n'est pas dans le pire. On peut supposer que on est dans un environnement contrôlé avec des administrateurs réseau, avec des firewalls, avec des etc. Et toutes ces choses-là doivent permettre de diminuer le coût là. Après, ça va, je ne vais pas parler parallèle BFT, mais c'est quelque chose qui améliore mais très très nettement les performances en parallélisant l'exécution des requêtes qui peuvent commuter. Je prends un exemple. Vous pourriez mettre des blocs dans un ordre différent si ces blocs ne touchent pas la même monnaie, par exemple. On pourrait imaginer ce genre de choses. Pour reprendre l'exemple d'Amazon, 2 requêtes qui ne touchent pas du tout la même partie de la base de données, vous pouvez les exécuter de façon complètement parallèle. Vous n'avez pas besoin de faire l'une, puis l'autre. Vous n'avez pas besoin d'avoir le même ordre d'exécution, parce que quelqu'un qui achète Harry Potter et l'autre qui achète un pot de fleurs, si une base de données fait le pot de fleurs avant Harry Potter et l'autre Harry Potter avant le pot de fleurs, ça ne changera rien à l'état final. Donc c'est des techniques qui permettent d'améliorer sensiblement les performances tout en conservant toutes les garanties protocole. Ouais. Et juste, pardon, est-ce que vous pouvez rester dans l'axe et désigner, parce que du coup, à la vidéo, on voit disparaître. Mais il faut créer le manque. Non, c'est comme ça qu'on crée l'envie. En tant que c'est géré, naturellement, c'est...
Voilà, tu as rappelé que le Bitcoin était particulièrement mauvais énergétiquement. Est-ce que foncièrement, c'est pour éviter que des nouveaux blocs soient générés plus ou moins simultanément, que le challenge est aussi long et aussi difficile? Oui, alors la question c'est le Bitcoin est foncièrement mauvais, ce que l'on sait tous, et la question c'est est-ce que c'est fait on purpose, est-ce que c'est un but pour qu'il n'y ait pas de collision. Je pense quelque part, oui d'une part, après d'autre part, je pense que c'est aussi lié à cette somme totale de Bitcoin qu'il y aura, et vers laquelle on tend, je crois que c'est 2030, 2040, quelque chose, et si tout d'un coup on accélérait la chose, on se retrouverait assez vite dans un système dans lequel il n'y a plus de création, plus de reward, etc. C'est ça la question après qui va se poser, c'est-à-dire que les rewards diminuent d'année en année, hein, et c'est la courbe du reward fait comme ça, et à un moment donné, si on accélère cette génération, je ne sais pas ce qui se passe en termes de reward, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être ce problème-là aussi, quoi. Mais c'est vrai que ça aide bien de se dire que le nœud random, bah oui, c'est quasi random parce qu'on a très peu de chances d'avoir deux personnes qui trouvent en même temps, quoi. Sinon, j'ai pas compris pourquoi quelqu'un qui avait la machine la plus puissante ne gagnait pas à chaque fois, parce qu'on repart, une fois qu'il y a un nouveau bloc qui est généré, il faut que tout le monde recommence le challenge. Les challenges sont réalisés de façon collaborative. Non, mais en fait, bon, déjà, on peut miner seul dans son coin, on peut miner à plusieurs, on peut souscrire à une grande usine de mining, etc., etc. Après, oui, voilà, on peut miner de façon distribuée, et donc ce qui fait que quelque part, sinon c'est sûr, j'achète le dernier Pentium et je vais plus vite. Maintenant, je peux aussi décider de quel chiffre aléatoire je débute, etc. Je ne suis pas obligé forcément de débuter du premier, etc. Donc ce qui fait que ce n'est pas toujours les mêmes qui gagnent. Sinon, en effet, si c'était comme je le dis, compter de 0 jusqu'au bon chiffre à chaque fois, celui qui compte plus vite que l'autre, il gagne toujours. Mais voilà, on peut compter à plusieurs, donc augmenter notre truc. On peut commencer à compter de plus loin, donc on s'évite, etc., etc. quoi. Il y a toutes ces choses-là qui font que, grosso modo, si on a 5% de la puissance, on aura 5% des gains, quoi. On arrivera 5% du temps à gagner soi-même, quoi. Si je lis bien le graphique, donc Stellar n'est ni performant, ni scalable. Enfin, oui. Et en plus, il me semble qu'il n'y a pas de mineur, de minage dessus. Donc, qu'est-ce qu'il en est de la sécurité dessus? Non, alors, donc la question c'est si on regarde le graphique. Oui, c'est ce que je veux dire. Si on regarde le graphique, Stellar semble ni performant ni scalable. Et donc, qu'en est-il en termes de sûreté, etc. Non, si on regarde le graphique, Stellar, il ne faut pas lire le graphique comme ça. Enfin, certes, on se dit qu'il faudrait être en haut à droite du carré, mais Stellar, il a quand même une scalabilité qui, comparée à ce qui est fait traditionnellement, est bien plus grand. Certes au détriment de la perf, mais avec une performance qui reste tout à fait décente. Il faut voir qu'en bas, on est à 7 transactions secondes, en haut, on est à 70 000 transactions secondes. Donc forcément, il ne va pas être aux 70 000, mais en contrepartie de ça, il va avoir un grand nombre de nœuds. Donc faut pas, voilà, c'est pour ça que ce graphique, tout ce qui est dans le gris est intéressant. Il ne faut pas se dire, ils ne sont pas arrivés en haut à droite, donc ce n'est pas intéressant. D'ailleurs, en haut à gauche, c'est XFT, c'est mon protocole, donc il est forcément intéressant by design. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Le but, c'est d'aller dans le gris. Et c'est sûr que tout le monde aimerait être en haut à droite directement. Mais on voit bien que ce en haut à droite, il n'y est pas. Après, il y a autre chose, hein, il y a une légende dans cette chose-là, c'est que la zone grise, elle mérite, c'est pour ça qu'il y a ce point d'interrogation ici, elle mérite un travail pour réellement bien positionner les choses. C'est un positionnement un peu, on va dire, pifométrique. Pourquoi? Parce que pour réellement positionner, il faudrait disposer de tous les codes, ce qui n'est pas le cas. Il y a pas mal de ces choses-là qui sont des protos de recherche dont on ne dispose pas. Il faudrait aussi être en mesure de vérifier que tout est correct là-dedans. Parce que je ne vous cache pas qu'il y a un certain nombre de protocoles dont on découvre après publication qu'en fait ils sont faux. Hein. C'est pas on purpose, mais on fait tous des erreurs, hein, comme on faisait des erreurs dans nos copies de maths en seconde, etc. Donc voilà, donc cette zone grise, de toute façon, il faut la prendre comme vraiment indicative et comme nécessitant une quantité de travail assez considérable pour réellement placer les protocoles les uns par rapport aux autres. Je vais te poser une question parce qu'on en a pas mal qui arrivent sur YouTube.
C'est une question donc, qui est posée chez Meritis Paca. Y a-t-il des politiques de migration d'un protocole blockchain à un autre qui permettent de maintenir live la blockchain en question? Ah, alors, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit pris en compte. En revanche, ce serait tout à fait possible, en fait. Je m'explique. Si on a une vraie blockchain, c'est-à-dire si on a un véritable algo de consensus, c'est l'abstraction la plus puissante dont on puisse disposer dans un système distribué. Consensus, c'est ce que j'explique à mes étudiants, c'est l'arme atomique, quoi. Si je vous donne la capacité de résoudre un consensus, vous vous mettez d'accord. Donc avec un consensus, on peut se mettre d'accord pour stopper le réseau, pour friser le réseau, c'est-à-dire ne plus accepter de nouvelles transactions, pour faire une migration de notre état vers un nouveau système et pour redémarrer. C'est typiquement ce qui est fait quand je vous ai parlé de view change. Je vous ai dit on passe d'un consortium à 4 banques à un consortium à 5 banques. Mais en fait, c'est parce qu'on a un consensus sous-jacent qu'on est capable de se dire mettons-nous d'accord pour aller à 5. Voilà. Le consensus permet de se mettre d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas pensé comme ça, mais on pourrait imaginer que ce soit. C'est là, quand je citais par exemple dans les travaux abstracts, là, ça c'était versatilité. Un des buts, c'était justement d'être capable de passer d'un protocole à l'autre, de passer de latency efficient à throughput efficient parce qu'on se rend compte que les conditions changent, de se rendre compte qu'on est attaqué et donc de passer d'un protocole efficace, optimiste à un protocole robuste de type RBFT, etc. Donc c'est des choses qu'il est possible de faire. Quand on a le consensus, on est capable de tout faire. Mais aujourd'hui, les gens ne le font pas, on n'en est pas là. Mais ça, voilà, c'est théoriquement possible. On va prendre une question. Mais... Si un nouveau nœud rentre dans le réseau, est-ce qu'il aura l'historique des transactions? Si, pardon? Si un nouveau nœud rentre dans le réseau? Oui, enfin c'est le principe d'un... Alors si un nouveau nœud rentre dans le réseau, est-ce qu'il aura l'historique? C'est le principe là, de ce registre distribué, c'est qu'on dit que toutes les personnes qui composent la blockchain ont l'intégralité du registre, disposent de l'intégralité du registre. C'est le principe. Et ces registres, c'est pas très gros hein, en fait en termes de taille. Après, on a des techniques, si on le souhaite, pour en gros supprimer les données qui n'ont plus lieu d'être. On peut imaginer faire de la garbage collection, etc. Mais le principe, c'est quand même de dire, on a un état, c'est le Picsou du début, c'est tout le monde devient Picsou. Mais pour que tout le monde devienne Picsou, il faut qu'on ait tous exécuté les mêmes blocs, qu'on ait ajouté les mêmes blocs dans le même ordre. Mais donc si j'arrive, oui, je dois aspirer et récupérer l'état global. Faudrait qu'il y ait un leader là, qui choisisse. Moi je suis malicieux. Ma question, c'est dans le protocole BBFT, donc il peut y avoir en fait plusieurs groupes de banques, par exemple, qui échangent entre elles. Lorsque, par exemple, une banque A échange, on va dire, à la fois dans un réseau C et également dans un réseau D qui sont complètement différents, est-ce qu'on peut parler de plusieurs blockchains ou alors d'une seule blockchain? Alors la question c'est est-ce que si une banque appartient à deux réseaux différents, est-ce qu'elle a une seule blockchain ou deux blockchains? Une banque a autant de blockchains que de réseaux auxquels elle va participer. Un réseau, c'est un registre. Un réseau, c'est se dire on est un ensemble à être d'accord sur le fait qu'on veut faire des transactions ensemble. Et on va stocker ces transactions dans un distributed ledger, dans une base de données distribuée, répliquée, etc. Si on a deux centres d'intérêt, deux réseaux, etc., on va maintenir deux blockchains indépendantes pour répondre aux besoins de ces deux réseaux-là. Voilà. Alors je vais à nouveau poser une question qui nous est posée sur YouTube. Donc c'est un internaute qui nous dit: je fais mon mémoire sur l'appli de la blockchain, sur l'application de la blockchain dans l'armée. Le partage d'assets dans des opérations de coalition serait-il possible via un protocole PBFT ou RBFT? Et quid d'un usage pour les drones? Si tu peux répondre, parce que je suis pas sûr que... Alors la question c'est, est-ce que ces choses-là peuvent être appliquées dans l'armée? Je sais pas ce que... Des opérations de coalition, donc qui j'imagine impliquent différentes armées de différents pays, et quel usage pour des drones? Oui, complètement. Enfin, de toute façon, la première illustration des protocoles de BFT, c'est dans le problème, c'est pour ça que ça s'appelle les fautes byzantines, c'est le problème des généraux byzantins, 1982,
C'est l'illustration, c'est trois armées doivent attaquer et est-ce qu'elles sont en mesure de le faire? Et si on part du principe qu'un des chefs d'une des armées est malicieux. Voilà. Donc oui, de toute façon, à partir du moment où on doit se mettre d'accord, le consensus est une façon de faire et une blockchain, c'est une forme de consensus. Donc dès lors qu'on doit se mettre d'accord, une blockchain a du sens. Donc si les drones doivent se mettre d'accord, oui. Si des bases de données d'Amazon doivent se mettre d'accord, oui. Si les réplicas d'un registre distribué doivent se mettre d'accord, oui, etc., etc. C'est-à-dire que dès qu'on a besoin de consensus... Après, pourquoi utiliser ces choses-là? Tout dépend du niveau de confiance que l'on a dans son réseau. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que les bases de données chez Amazon, elles ne sont pas répliquées avec un protocole de tolérance aux fautes byzantine, ni chez Google. Je dis ça, je suis ni chez l'un ni chez l'autre. Hein. Je suppose, pour une raison simple. Un protocole de BFT, c'est 35 pages de preuves, c'est une complexité incroyable à faire. Quand j'ai 4 réplicas d'une base de données dans mon data center, etc., les pannes byzantines, tout ça, ben je fais l'hypothèse que je vais en avoir beaucoup moins et que donc le jeu n'en vaut pas la chandelle, que la complexité n'en vaut pas la chandelle. Cette appétence pour les pannes byzantines, elle est née de l'utilisation de cryptocurrency, de bitcoin, de réseaux pair à pair, etc. Voilà. Est-ce qu'on a déjà mesuré le pourcentage de transactions qui sont vraiment invalidées dans les blockchains de type proof of work comme le Bitcoin? Du coup, si ce pourcentage est en dessous d'une certaine limite, est-ce que ça ne reste pas utilisable pour tout un tas d'applications qui peuvent permettre un taux d'erreur? Enfin, je compare ça dans Alors, paquet perdu sur Internet, on sait qu'en dessous de 1% ou 2% de paquet, c'est pas grave, on perd un d'impôt, mais ça marche pas. Tout à fait. Alors, enfin, faut voir ce qu'on appelle un validé. Enfin, est-ce que les gens soumettent des choses? Alors, est-ce qu'on a en gros une idée du nombre de transactions qui seraient invalidées dans une chaîne comme Bitcoin? Et si ce pourcentage est assez faible, est-ce que du coup on ne peut pas s'en contenter? Si, tout à fait. C'est exactement la même chose, le parallèle Facebook. Moi, je ne dis pas qu'il faut être fortement cohérent dans tout ce que l'on fait. Fortement cohérent, hein, c'est tous les réplicas ne sont pas en cadence, j'insiste, mais tous les réplicas vont exécuter les mêmes actions. Quand ils le pourront, mais exécuteront les mêmes actions. Ça, on n'en a pas besoin dans la plupart des cas. On en a besoin dans des cas très précis. On en a besoin dans les cas critiques. Là où la sécurité est en vie. Quand on contrôle un avion, quand on contrôle les voitures, la banque, c'est pas que notre sécurité soit en vie, mais la banque n'a pas envie de perdre d'argent. Amazon, dans sa base de données, n'a pas envie de vendre 2 fois un exemplaire, le même exemplaire d'Harry Potter, parce qu'après il faut qu'il envoie un mail d'excuses, etc., etc. Mais il y a tout un tas de cas où on peut se contenter de choses qui sont partiellement cohérentes, ou qui sont, comme on dit, eventually consistent, c'est-à-dire cohérentes à terme, et qui peuvent diverger. Et c'est pas grave si à un moment donné, c'est tout l'intérêt de CAP. Dans CAP, j'ai pas dit qu'on devait toujours choisir d'être partition tolerant et cohérent. Voilà. On peut décider d'être hautement disponible et partition tolerant, et puis de diverger. Aucune idée. Aucune idée. Mais ensuite, donc, juste un dernier point. Quand comme ça, le fork devient la norme, on crée des structures de données qui sont faites pour forker et pour se réconcilier. Ce qu'on appelle aujourd'hui les CRDT, Conflict Free Replicated Data Types, donc types de données répliquées qui sont conflict free. C'est typiquement des types de données sur lesquels ça commute. Par exemple, un ensemble. Si j'ai un type de données qui représente un ensemble, un set, je peux faire commuter mes opérations d'ajout et de retrait dans l'ensemble, et j'arriverai au même ensemble à terme. C'est-à-dire que si j'ai fait le même ensemble d'actions, même si je ne l'ai pas fait dans le même ordre, j'aurai la même structure de données. Et donc, mes réplicas peuvent à un moment donné ne pas avoir le même état, parce qu'ils n'auront pas fait les mêmes actions dans le même ordre, mais je sais qu'à terme, ils vont converger. Ça, typiquement, il y a plein de cas d'utilisation pour lesquels c'est largement suffisant. Tout un tas d'applications IoT basées sur des données de capteurs, etc. Si j'en perds, ce n'est pas grave. Tout un tas d'applications type réseaux sociaux, je veux dire, où on va vouloir aller de plus en plus vers le edge, hein, et de moins en moins vers le serveur. Et c'est pas grave si, c'est ce que j'expliquais dans mon Facebook, si le groupe d'amis n'a pas toujours la même vue de tous les événements au même moment. Ce qui est important, c'est que à la fin de la journée, on ait récupéré ce qui allait bien. Donc oui, il faut pas se dire seule la cohérence forte fonctionne et sans ça, etc., etc. Non, non. Maintenant, le cas je suis incapable de dire ça. Il y a une question, je crois, derrière. Oui. Alors, je sais que vous avez dit qu'on ne verra pas tous les cas d'emploi du
blockchain, mais c'était plus par rapport à quelque chose qui avait un peu caractérisé quand vous citiez en fait le proof of work. Donc, une organisation pas forcément critique, comme par exemple les hôpitaux, en fait, quel serait du coup leur intérêt pour profiter du blockchain? Est-ce que naturellement, du coup, pour éviter d'avoir trop beaucoup d'infrastructures, utiliserait du proof of work, ou pourrait-elle avoir besoin d'avoir de réseaux type DFT? Alors, donc la question c'est cas d'usage, on est dans des hôpitaux, à quoi sert la blockchain et si la blockchain sert, est-ce qu'on est proof of work, est-ce qu'on est plutôt consensus traditionnel, chaîne fédérée, etc. Je dirais, tout dépend du nombre d'acteurs dans le réseau. Ce genre de système-là ne sera jamais des systèmes à très grande échelle. On a beau se dire, il y a beaucoup d'hôpitaux, en fait c'est très peu. C'est très peu comparé au nombre d'habitants d'une planète. Ensuite, il y a autre chose. C'est pas parce que l'on a 10 000 acteurs qu'on a besoin d'avoir 10 000 réplicas de la blockchain. À partir du moment où les choses sont connues, là on fait le parallèle avec le Zookeeper qui tourne dans mon cluster pour gérer mon cluster Big Data. Zookeeper, il vous rend un service de consensus. C'est pour ça que vous l'utilisez. Vous mettez 2F plus une machine, c'est du consensus crash resilient et pas byzantine resilient. Donc il tolère que les pannes franches de type crash recovery et pas les pannes byzantines. Et vous mettez vos 3 Zookeepers pour tolérer une faute ou vos 5 Zookeepers pour tolérer 2 fautes. Et puis il y a X nœuds dans le cluster qui vont enregistrer des infos dans Zookeeper, qui vont récupérer des infos dans Zookeeper, qui vont l'utiliser comme quelque part un système de coordination, un système de consensus. Pour les hôpitaux, pour moi, on est dans le même cas. Quand même, je dirais, j'ai 50 000 hôpitaux en France qui vont utiliser ma blockchain. Je fais une blockchain des hôpitaux que je vais répliquer sur 20 machines, grand maximum. Ils seront clients-serveurs. Pourquoi? Parce que les hôpitaux ne font pas des millions de transactions secondes. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme transaction? Tout ce qui concerne l'enregistrement des choses qui sont faites pour les patients. Aujourd'hui, quand on va dans un hôpital, on est scanné on passe dans tel service, dans tel service, dans tel... On pourrait imaginer que ces choses-là soient enregistrées dans une blockchain au lieu de les faire dans une base de données traditionnelle, parce qu'une blockchain, c'est ni plus ni moins qu'une base de données. Mais je ne vois pas l'utilisation de Proof of Work là-dedans, parce que Proof of Work, c'est pour les masses. Qui plus est, vu les comptes publics, je pense que les hôpitaux n'ont pas envie de faire du mining à quelques gigawatts, etc. Enfin, cela, on plombe la sécu, etc. quoi. Alors, on va peut-être conclure. Alors, j'ai 2 petites questions, et puis on terminera avec une question. Quels sont les use cases industriels les plus prometteurs? Et y a-t-il des blockchains actuellement en production? Si oui, sur quel sujet? Oui, alors, il faut répéter. Quels sont les use cases les plus prometteurs? Est-ce qu'il y a des blockchains en production? Donc, oui, il y a des blockchains en production. Il y a des consortiums de banques qui utilisent des blockchains, ça c'est certain. Les use cases les plus prometteurs, des use cases, il y en a des tonnes. Moi je pense que ce qui va vraiment prendre, c'est autour de l'IoT, quoi. Pourquoi? Parce que Internet of Things, on est dans un environnement où nos capteurs sont à droite, à gauche, etc. On a besoin quelque part d'authentification, on a besoin d'enregistrer des transactions. IoT, c'est au sens très large. J'ai mon conteneur qui se balade, qui vient d'Asie et qui arrive en France en passant par tel port, en passant dans les mains de tel transporteur qui subit toutes ces choses-là pourrait avoir vocation à être enregistré dans, par exemple, une blockchain. Ça permet d'avoir un registre sûr dans lequel les gens croient, etc., etc. Donc je pense qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui vont venir de là. Après, je pense que le deuxième cas d'usage, c'est les banques. Aujourd'hui, il y a plusieurs groupes de banques qui sont en consortium et qui réfléchissent à ça. Ce problème, c'est qu'elles ont pris conscience que le Bitcoin, ce n'était pas fait pour elles. Donc aujourd'hui, elle se pose la question de que puis-je utiliser, qu'y a-t-il à ma disposition, quoi. Voilà. Et alors, il y avait une deuxième question complémentaire là-dessus, c'est est-ce que le développement de la blockchain industrielle est viable d'un point de vue énergétique? Ah oui, industriel. Donc est-ce que le développement de la blockchain industrielle est viable énergétiquement parlant? Oui. Moi, je doute qu'industriellement parlant, on aura besoin de blockchain pour des millions de nœuds. Je n'y crois pas. Je pense que la plupart des use cases industriels sont pour des échelles de dizaines, centaines, voire milliers de nœuds, d'une part. Donc on n'est plus dans les mêmes problématiques énergétiques. D'autre part, on retombe dans le modèle client-serveur dont je parlais précédemment pour les hôpitaux.
Le modèle, tout le monde est client et tout le monde est serveur pair à pair, c'est quand on est dans le mass market, dans le grand public. C'est ce qu'on faisait avec BitTorrent, Casa, etc., où on joue tous ce jeu-là. Tous les autres systèmes qu'on utilise, on est habitué à être simplement client. Quand on utilise YouTube, on est client et c'est YouTube qui est serveur. Quand on utilise tous ces systèmes-là, on est dans ce mode-là. Et donc je pense que les use cases industriels sera de déployer des blockchains sur des nombres raisonnables de nœuds pour qu'il y ait un trade-off de sécurité suffisant, de débit suffisant, de latence suffisamment faible, etc. Mais ils ne vont pas déployer des blockchains avec 3 millions de nœuds. Ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. On aura peut-être 3 millions de clients d'une blockchain déployée sur 15 nœuds. Et le défi, ce sera d'avoir la bonne blockchain déployée sur 15 nœuds. Laquelle, dans quel contexte, est-ce que je suis géorépliqué, est-ce que je suis dans un data center, est-ce que j'ai une confiance dans les machines, est-ce que j'ai plusieurs domaines d'administration différents, est-ce que j'ai vraiment des pannes byzantines ou pas, est-ce que j'ai concomitance de pannes byzantines et de partition du réseau, est-ce que, etc., etc., et d'arriver à déployer le bon truc au bon endroit. Ok. Alors, vous avez la dernière question. D'accord, ok, merci. Tout à l'heure, en fait, il y a quelques minutes, vous avez parlé d'un cas d'usage de la blockchain. Donc, si je résume, en fait, ça peut servir à justement à tracer quelques produits. Donc, vous avez pris en fait le cas de conteneur, mais il peut également avoir le cas d'autres produits physiques qu'on a commencé à développer d'autres entreprises comme IBM ou alors Stratum ou alors Christachen. Est-ce que en fait vous pensez que de plus en plus d'entreprises utiliseront des plateformes pour tracer leurs produits compte tenu des différents scandales qu'il peut y avoir aujourd'hui, par exemple les œufs contaminés, les laits lactalis, etc. Alors la question c'est sur la traçabilité. Est-ce que la traçabilité est on va dire, des produits de façon générale, hein, on parle des œufs, etc., et sera un enjeu? Je pense très certainement. De toute façon, enfin, on va vers de plus en plus de transparence, de plus en plus de données enregistrées pour être en mesure de déterminer que les choses sont faites correctement. Donc je pense que oui. Enfin, moi, très honnêtement, je pense, enfin, c'est quelque chose dans lequel je crois. Et la blockchain va être un moyen justement de stocker ces choses-là et que les gens aient confiance dans ce qui est stocké, dans le stockage même, etc., etc. Et pas de se dire, chaque entreprise est en train, dans son coin, d'enregistrer un peu ses données. Le jour où le contrôleur vient, elle sort son livre et elle lui dit, mais regardez, etc., etc. C'est quelque part transparency as a service. Voilà, je pense que ça va être un peu vu comme ça, et c'est pour ça que les industriels se penchent sur ces use cases. Maintenant, moi je dis ça avec ma casquette de chercheur, je suis là pour faire des protocoles de BFT qui vont plus vite, qui consomment moins, qui sont plus sûrs, etc. Enfin, je ne suis pas industriel non plus, donc il faut prendre avec beaucoup de prudence ce que j'affirme avec beaucoup d'autorité. Super, merci beaucoup.